following announcement has been paid for by the New World Order. Alors, le 8 juillet 1979, tous les pères des prix Nobel ont été rassemblés par des unités des troupes des Nations Unies. Vous me suivez? Et ils ont été contraints, sous la place, à donner des échantillons de sperme dans des petits flacons en plastique qui sont entreposés dans les sous-sols de l'immeuble du Rockefeller Center sous la patinoire. Je voudrais pas être là quand ça va fondre. C'est carrément dégueulasse, non? Vous savez ce qu'ils mettent dans l'eau? Du fluor. Ouais, du fluor. Sous prétexte que ça renforce vos dents? C'est grotesque. Vous savez quel effet ça a réellement sur vous? Ça affaiblit votre volonté. Ça vous ôte toute liberté d'esprit et toute créativité. Et ça fait de vous un esclave de la société. Ça vous intrigue pas, vous, tous ces groupes paramilitaires? Ces dingues d'extrême droite qui vivent en circuit fermé? Ils disent qu'ils défendent le pays contre les troupes de l'ONU. Seulement, ils gueulent trop fort, et moi, ma théorie, attention, là, je vous parle d'un complot, c'est que c'est eux, les troupes de l'ONU, et qui sont déjà dans la place. L'infrastructure est prête, c'est un fait accompli. Le moment venu, ils prendront le pouvoir, on sera tous grillés. Oswald, oui, Oswald, c'est ce que je disais. Oswald, ben, oui, il a dit, je me suis fait pigeonner. C'est la preuve absolue que ça pouvait pas être lui, générique. Alors, le mec me regarde et il me dit, vous croyez que vous êtes dans un pays libre? Vous croyez en démocratie? Évidemment que non. Les sites internet, les bulletins ou les manifestes publiés à compte d'auteur, ils nous prennent pour des barjots. Je vous jure, George Bush, il savait ce qu'il disait quand il a dit « Nouvel ordre mondial ». Vous vous souvenez de ces mots? « Nouvel ordre mondial ». C'était soi-disant un franc-maçon. Et en tant qu'ex-patron de la CIA, il savait qu'en disant ça, il allait faire partir les complotologues au quart de tour dans tous les sens. A new world order. Une puce électronique pour pouvoir retrouver un animal où qu'il soit dans le monde. On insère sous la peau du chien et c'est comme une plaque d'identification. Eh ben, ça serait dans la logique des choses qui nous en mettent à nous et à nos enfants pour cautionner. Et puis ensuite, avant qu'on s'en rende compte, ils nous sortiront un excellent prétexte pour que nos enfants ils continuent. 8 Français sur 10 croient au moins à une de ces théories du complot. À l'affût des théories du complot qui encombrent les esprits, la Fondation Jean Jaurès, proche du PS, et l'Observatoire du conspirationnisme, Conspiracy Watch, ont commandé un sondage à l'IFOP pour dresser un état des lieux de l'opinion sur le sujet, c'est-à-dire le complotisme, une étude dont les résultats, selon Le Monde, font froid dans le dos, car selon ce sondage, 8 Français sur 10, pas moins, adhéreraient au moins à une théorie du complot. Et c'est comme ça qu'on est maintenant, je pense, gouverné par les multinationales, par 200 ou 300 personnes dans le monde, pas plus. Comme ils étaient très intelligents, ils n'ont rien laissé au hasard. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, on va contrôler l'éducation. Et donc, par leur fondation, ça aussi c'est très joli, ils donnent l'argent aux pauvres dans des fondations, mais en fait c'est les mêmes qui récupèrent cet argent-là pour acheter des vaccins, qui font marcher, les mêmes actionnaires. Voilà. Donc, si tu permets, les fondations, c'est un système de défiscalisation. Oui, absolument. C'est-à-dire, le type, il doit payer $1 milliard d'impôts, il va pas les payer, il va les donner à sa fondation, et avec sa fondation, il va acheter des produits. Donc l'argent n'arrête pas de tourner chez eux. Ce n'est que ça. Il faut sortir de ce schéma. La même chose, hein, le papier cadeau, schéma sentimentaliste, type c'est pour fondation Melinda Bill Gates et Warren Buffett et compagnie qui vont donner des milliards de leurs trucs à des fondations. Non, ils s'octroient ce fric à eux-mêmes. Ils se prennent des salaires mirobolants. Hein, c'est le cousin, la cousine qui mettent en place, qui prend un salaire à 200-300 000 euros par an, dollars par an. Enfin, c'est une fumisterie de très haut niveau. Oui, mais par exemple, les médias le disent pas. Ça, dernièrement, voilà. On nous a dit que les plus grands milliardaires américains donnaient tout leur argent aux pauvres, qui considéraient que c'était anormal que leurs enfants en héritent, et qui donnaient donc 95% au monde, à l'humanité. Quand on regarde bien, effectivement, c'est à leur fondation. Et avec ça, ils ont acheté des millions de vaccins pour aller vacciner les petits Africains, mais qui vend les vaccins? C'est les mêmes actionnaires. Donc, voilà. Ils ont noyauté les universités aussi, parce qu'il faut savoir que les plus grandes universités scientifiques sont sponsorisées par les fondations de ces gens-là. Encore tabou, c'est un phénomène social qui devient majeur en France.
Selon une étude de la Fondation Jean Jaurès, sur 1252 personnes interrogées, 79% des Français croient à une théorie du complot. Une récente étude montre que 8 Français sur 10 croient au moins à une de ces théories du complot. Les jeunes y seraient les plus réceptifs. Il y a cette enquête de la Fondation Jean Jaurès et de Conspiracy Watch en lien avec l'IFOP qui a dévoilé pour la première fois aujourd'hui les croyances des Français en matière de fake news, ces fausses informations, c'est la traduction dont on parle d'ailleurs beaucoup, notamment avec Emmanuel Macron ces derniers temps. Il y a moins d'une semaine annoncé son intention de légiférer contre ces fake news. Près de 8 Français sur 10 croient à au moins une théorie du complot. Un Français sur 5 persuadé que le coronavirus a été créé par les laboratoires pharmaceutiques. La théorie du complot a le vent en poupe. Question, coronavirus, les complotistes vont-ils trop loin? 0826 300 300 et les réseaux sociaux, Philippe Rossi, ça donne quoi? Et oui, les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, beaucoup de votes, je tiens à le signaler. Et donc ce score qui est assez étonnant, 75% de nos auditeurs qui répondent non à notre question. Attentat terroriste dans le métro, virus à Sainte-Marie, Three Waters contaminé, mystérieuse épidémie. Émeute à l'hôpital, 80 000 morts. Alors, 79% des Français sont-ils complotistes ou conspirationnistes, persuadés que d'obscurs réseaux secrets nous manipulent sur des sujets d'importance? Autant dire, vu le chiffre, sommes-nous quasiment tous complotistes? Eh bien, difficile d'aller dans le sens de l'IFOP et des commanditaires de l'enquête. Ce chiffre, repris en fanfare par une flopée de médias, hormis quelques petites voix dubitatives dans l'Humanité, Marianne ou La Croix, eh bien, ce chiffre à l'examen apparaît bien contestable. Nos invités, Thomas Huchon, journaliste à Spicy, un site qui est spécialisé notamment dans les décryptages des théories du complot. En fait, nous, on a cherché, si vous voulez, à mesurer de l'intérieur qu'est-ce qu'était la complosphère. Donc pour ça, il fallait se transformer en conspi, comme on les appelle un peu affectueusement chez nous. Et si vous voulez, donc on a créé une fausse identité, on a fait une e-infiltration sur les réseaux sociaux, on a créé un faux profil qui a existé pendant 7-8 mois. Et à la fin de ce processus, on a publié sur YouTube une vidéo... Un faux film. ...qui était inventé de toutes pièces et qui était un faux complot qui disait que le sida avait été inventé par la CIA dans sa lutte contre les Cubains et que la fin du blocus était légitimée par la découverte d'un vaccin secret à Cuba et que les multinationales voulaient s'en emparer. Ce film, on l'a diffusé sur Internet et très rapidement, il a été repris par des personnes, on va dire, un peu lambda, qui n'ont pas de tribune politique, qui n'ont pas de vision dogmatique du monde, mais qui vont partager ça sur leurs réseaux sociaux. Et ensuite, la contamination a pris. C'est-à-dire que des sites qu'on ne va pas citer ici pour ne pas leur faire de pub, mais qui sont dans les 2000 premiers sites français en termes d'audience, c'est-à-dire qui génèrent à peu près 1 million de visiteurs uniques par mois. Et puis André Berkoff, que vous retrouvez tous les midis sur Sud Radio. Moi, complotiste, attendez. Plotiste, oui, car je plotte vachement dans les couloirs de Sud Radio. Mais complotiste, non. Écoutez, c'est ridicule. André Berkoff, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Merci beaucoup d'être en direct avec nous ce matin. Le CSA a donc décidé hier d'ouvrir une instruction après vos propos, les propos que vous avez tenus sur CNews chez notre ami Pascal Praud il y a 48 heures où vous vous êtes interrogé sur le sauvetage du bébé accroché au balcon. Beaucoup disent que vous avez véhiculé des théories complotistes. On va essayer d'y revenir. Peut-être nous expliquer ce qui vous étonne dans cette affaire du bébé au balcon et pourquoi vous posez ces questions. Eh bien, écoutez, ce qui m'étonne, c'est toutes les thèses contradictoires et puis la vision de la vidéo. Et moi, j'ai appris dans le journalisme, j'ai 50 ans de journalisme derrière moi, j'ai appris à poser des questions. Et si le fait de poser des questions devient de faire de soi un complotiste, est quand même quelque chose qui témoigne de la décomposition neuronale d'un certain nombre de gens. Mais est-ce que vous êtes complotiste? Est-ce que vous avez le sentiment que derrière cette affaire, posons la question clairement, il y a un complot? Écoutez, j'en sais rien, je ne suis donc pas... vous ne dites pas non? Je le déteste, oui, je ne sais pas. Moi, je sais qu'il y a des questions que vous je êtes complotiste? Mais non, vous pouvez pas dire ça, c'est-à-dire, vous êtes blanc ou noir, vous êtes noir ou rouge. Ou vous croyez qu'il y a un complot, vous croyez qu'il n'y en a pas? Je n'en sais rien, je dis qu'il y a des dysfonctionnements dans cette histoire qui, en 48 heures, a été bouclé et on ne peut pas poser de questions. C'est circulé, il n'y a rien à voir.
Voilà, on a la preuve que vous êtes plotiste bravo. au moins, c'est déjà pas mal. Bravo Nani Moreau. Ben oui, écoutez, il faut Vous savoir êtes entre plotiste. confinés et complotistes, il faut choisir. Hein. Et je ne parle pas des confinis, bien sûr. Eh ben oui, j'allais le dire, justement, il y a aussi les confinis, hein, donc voilà. Bon, ça il y va, en a André beaucoup, Berkoff. il y en a beaucoup. Hein. Ça Salut va, André Christophe, ça va? Salut Philippe. Bah, nous, ça va et vous? Bonjour André. Ben, très Vous êtes bien, salut confiné les où? deux Philippe d'ailleurs. Je suis ravi de les avoir écoutés, ça va, on tient le coup, c'est très bien. Et puis la situation, elle est tellement... si elle n'était pas triste, elle n'était pas dramatique d'un côté, elle est fascinante quand même. Ce qui est en train de se passer est tout à fait... C'est fascinant historique. parce On que c'est vit pas un parce moment de qu'on change l'histoire. monde. On vit un moment de l'histoire Hein mondiale d'ailleurs. Non, vous possédez déjà les informations, vous avez chaque nom, chaque date en tête, ce que vous voulez, ce qui vous fait défaut, c'est une histoire. Une histoire peut être vraie ou fausse. Je vous laisse en juger par vous-même, inspecteur. Notre histoire commence, comme souvent les histoires de ce genre, avec un jeune politicien plein d'avenir. C'est un moment de l'histoire mondiale. C'est-à-dire qu'en même temps, il y a la pandémie mondiale et en même temps, la mondialisation heureuse se casse la gueule avec un bruit mou et l'Europe ne se porte pas très bien et nous-mêmes, on ne sait pas encore. Alors, vous voyez, c'est quand même pas mal comme bouleversement. Oh, mais vous-même, vous portez très bien parce que je vous ai vu en vidéo il n'y a pas longtemps et franchement, je me suis dit, il doit pas faire que regarder Netflix, il doit aussi manger des chips. Hein? Mais écoutez, même du bon saucisson, je vais vous dire, Christophe, et je bois du bon vin. N'oubliez jamais, chose la plus importante pour lutter contre le coronavirus, c'est le bon vin. Et le bon pinard vin, pas la d'accord. piquette. Bon, André, pour 26% des Français, le coronavirus est responsable de la pandémie qui contraint plus du tiers de l'humanité au confinement. Et en gros, 26% disent que ça a été créé en laboratoire. Une fausse information quand même, il faut le dire, non ? Écoutez, je ne sais pas si c'est une fausse information, soyons clairs. C'est pas un complot, attention. Vous doutez, vous messieurs. On est sur une radio de grande écoute. Attendez. Nous écoutent. Oui, mais justement. Non, mais c'est important. Non, mais attendez. Laissez répondre. Qui c'est qui s'excite comme ça, là, laissez répondre. Bon, alors écoutez un tout petit peu. Calmez-vous. C'est pas la peine de vous exciter. Quand je dis que c'est pas une sorte de complot, vous ne savez rien de l'origine du coronavirus et moi non plus. Alors arrêtons de nous exciter. C'est pas la peine. Ça ne sert à rien. Alors autant il y a beaucoup de controverses en ce moment. Mais attendez, il y a eu deux journaux chinois qui ce matin ont dit que le problème il n'est pas là. Si c'est pour me faire hurler dessus et pour entendre Thomas des choses Huchon, qui sont restez là absolument et pas André écoutées. Berkoff, si j'ai face à moi la diarrhée verbale, ça m'intéresse pas du tout. Alors on se calme et on passe. Non, mais on va dire tout de suite s'il vous plaît, très calmement à tous les auditeurs. Que tous les auditeurs nous écoutent, il n'y a aucune controverse sur l'origine du virus. Sur l'origine du virus. Sur l'origine du virus. Il faut que je pose une question, Dominique. Et je me fiche que tu me donnes une réponse. Je veux juste l'énoncer à haute voix. La question que je veux poser est à propos de Sainte-Marie, du Three Waters. Cette question qui m'empêche de dormir depuis 24 heures. Cette question que je dois poser, c'est... Et si la plus affreuse, la plus atroce des attaques biologiques de toute l'histoire de ce pays n'avait pas été causée par des extrémistes religieux? Je ne comprends pas. On sait que c'était le cas. On les a arrêtés, ils ont avoué. Et on les a exécutés, je sais. Et peut-être que c'est ce qui s'est vraiment passé. Mais je suis face à cette série d'événements. De coïncidences. Et je me demandais si ce n'était pas ce qui s'est passé. Et si quelqu'un d'autre avait lâché ce virus. Et si quelqu'un d'autre avait tué tous ces gens. Il n'y a aucune controverse sur l'origine du virus. Aucun scientifique sur la planète aujourd'hui ne prétend que ce serait autre chose qu'une origine animale.
Donc il faut arrêter de dire n'importe quoi, notamment M. Berkoff qui se régale en disant n'importe quoi sur Twitter depuis 2 semaines. Thomas Huchon, Ça suffit. vous arrêtez, vous excitez, vous prenez du Xanax, vous prenez des calmants et vous arrêtez de vous exciter. Je dis simplement, non, mais M. Berkoff, c'est très gentil de dire n'importe quoi quand on a autant d'audience que vous. Les choses. Mais les gens vous croient. Il y a plusieurs journaux chinois qui disent simplement... Oh là là. Non mais Christophe, c'est pas la peine si tu invites un dialogue verbal avec toi, on s'arrête. Non, si on peut pas parler, c'est pas la peine. Franchement, j'ai autre chose à faire. mais... Attends, André, écoutez, on va suffit, quoi. dire les choses simplement et clairement. On va dire les choses simplement et clairement. Tout le monde a la parole sur Sud Radio. Quand même. Tout le monde a la parole. Oui, mais le problème, c'est qu'on laisse parler, on écoute, on laisse parler et on ne parle pas dans l'hystérie, c'est tout. Oui, mais vous aussi, on vous laisse parler. Bon, alors André, moi, non, parce que l'autre, il est parti tout de suite dans son délire verbal. Moi, je l'ai pas écouté. André, calmez-vous. Bien sûr, monsieur Berkoff, bien entendu. On parle. Sinon, c'est pas la peine. Je voudrais juste vous rappeler qu'il y a une semaine, vous avez retweeté un faux compte du professeur Raoult quand on vous a montré que c'était un faux compte du professeur Raoult. Mais je trouvais très bien. Alors franchement, vous êtes un petit jaloux ridicule. J'ai gardé le faux compte du professeur Raoult parce que je ne suis absolument pas jaloux. Je te laisse avec ton hystérie. Je laisse ce pauvre Huchon. Monsieur Huchon. On coupe les micros, voilà, comme ça c'est plus simple, parce que sinon on va pas s'en sortir, les gens ne veulent pas s'écouter, ne veulent pas s'entendre, là tout le monde est hystérique, et c'est pas la peine d'être hystérique, il suffit simplement de prendre les choses simplement et d'essayer de comprendre ce qui se passe. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a un certain nombre de gens en France et dans le monde qui pensent effectivement, ce que je disais tout à l'heure, que eh bien, ce coronavirus a été créé en laboratoire. Et moi, je dis simplement, et c'est mon avis, que je n'ai pas envie de croire ça. Je ne le crois pas, tout simplement. Voilà. Et c'est pas parce que la presse chinoise a dit quelque chose que c'est vrai. Voilà, pour commencer. C'est pas parce que c'est marqué sur Internet. C'est pas marqué sur les réseaux sociaux. C'est pas parce que c'est marqué sur les réseaux sociaux que c'est vrai. Tout le monde croit tout et n'importe quoi en permanence aujourd'hui dans le monde dans lequel on est. Et ça, c'est absolument insupportable. Donc, évidemment, André, tu es le bienvenu dans Les Vraies Voix pour discuter avec nous, mais attention, il faut que chacun se respecte et arrêter de vous couper la parole les uns les autres. C'est impossible, on ne peut pas avoir un débat dans ces conditions. Christophe, excuse-moi, j'avais commencé à parler quand l'autre est venu avec sa diarrhée verbale. Il écoute d'abord, il n'a même pas écouté ce que je dis, et il parle. Non. Mais écoutez, je vais vous dire, moi j'en ai Thomas, non, mais arrêtons de dire l'autre. Je vais couper les micros, je vais couper les micros. Je reste là. André. Salut Christophe, à bientôt. À bientôt. André, salut. Allez, c'est pas grave. Je suis désolé, j'ai autre chose à faire que cette espèce hystérique qui veut exister, quoi. Enfin, franchement. Ah bah bien sûr. Non mais tout le monde veut exister. Mais André. Non mais écoutez messieurs, s'il vous plaît, laissez-moi parler. Laissez-moi parler, dire quelque chose. Laissez-moi parler, mais vous n'avez même pas écouté les autres. Vous êtes ridicule. Mais non, mais vous me demandez du temps à moi. André, arrêtez s'il vous plaît. Qu'on commence par dire que ce que les Français pensent sur l'origine du virus est faux. C'est faux, c'est factuellement faux. Tout le monde est d'accord là-dessus. Pas tous les Français, il n'y a aucune discussion là-dessus. Oh ouais. Pas tous les Français. Les Français, on s'en fout. Les Français, on s'en fout. Les Français, on s'en fout. Regardez par vous-même. La Terre est plate comme l'horizon, avec le pôle Nord au centre et l'Antarctique tout autour qui en... Ah, tu fais quoi? Je regarde des vidéos de théorie du complot. C'est hyper impressionnant. Mais mec, on a la vidéo pour dimanche à terminer. On a 300 abonnés qui sont... 366. C'est hyper impressionnant. Le mec démontre en 6 points que la Terre est plate. Ah ouais? Ouais, mais c'est prouvé. Hein. Du coup, la Terre est plate. Ça s'appelle comment, t'as dit? Des théories du complot. Ok. On parle des théories du complot là. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Par rapport à quoi? Monsieur, bonjour. Ah. Qu'est-ce que vous pensez des diverses théories du complot? Je sais pas. Je sais pas quoi dire. C'est nickel ça comme réponse. La vérité, je sais pas comment il y a des personnes qui croient que genre il y a des... Comment il y a des personnes qui croient que c'est rond. Genre c'est tous des bouffons ceux qui croient, c'est comme les platistes. Les théories du complot c'est rond? Oui. Par exemple, qu'est-ce qui est carré? Une boîte. Ça dépend de quel complot on parle, parce qu'il y a des complots plus hard que d'autres. Si je vous dis la Terre est plate. Il y en a qui risquent d'aller en prison cette fois. Vous, c'est quels arguments que vous dites pour dire que c'est rond?
Monsieur, bonjour. Ah. Les Français, on s'en fout. Qui est-ce qui dirige le monde? J'ai pas entendu. Ah, on te filme pas? Bilderberg. Bilderberg. C'est qui? Le groupe Bilderberg? Le groupe de Bilderberg, vous en entendrez certainement parler dans les prochains jours. Tout de suite, des précisions sur cette espèce de sigle ou dénomination assez inconnue du grand public. Des précisions, Dominique Bromberger, en Angleterre. Torquay, station balnéaire de 60 000 habitants, sera pendant 3 jours la capitale officieuse du monde occidental. Pour sa 25e rencontre, le groupe de Bilderberg doit, selon la déclaration faite à TF1 par l'ancien Premier ministre britannique Sir Alec Douglas-Home, étudier les problèmes économiques de l'Occident. C'est la première fois que cette organisation, jusque-là très secrète, donne une indication, aussi minime soit-elle, sur son ordre du jour. Et pourtant, bien des rumeurs ont couru depuis 2 ans sur son rôle réel dans la direction des affaires du monde. L'un des membres du groupe a dit par exemple « C'est au cours d'une de nos réunions, dans le courant des années 50, qu'est née l'idée du traité de Rome. » La liste de ceux qui ont été sélectionnés par le comité directeur pour participer à l'une ou à l'autre des rencontres, du genre de celle qui aura lieu à l'Imperial Hotel de Torquay, inclut presque tous les chefs d'État ou de gouvernement du monde occidental, dans un éventail qui va du centre-gauche à la droite, choisi parfois à un moment de leur carrière où ils n'étaient dans leur pays qu'une étoile naissante de la politique. Gordon Tesser a été le premier journaliste à révéler dans le Financial Times les activités du groupe. Il est possible, et cela semble même certain, que si l'on a été sélectionné pour participer à une rencontre du groupe de Bilderberg, il y a une sorte de courant qui vous entraîne vers les sommets du pouvoir. La plupart des gens qui se sont rendus à ces réunions accèdent à des postes de haute responsabilité dans les allées du pouvoir des premiers ministres ou des ministres de haut rang, par exemple. Et si vous arrivez à un poste très important sans avoir été sélectionné par les gens du groupe, eh bien vous serez immédiatement appelé à en faire partie. Les 22, 23 et 24 avril se retrouveront dans cet hôtel de Torquay, gardé d'un côté par des falaises abruptes, de l'autre par des forces de police impressionnantes, des chefs de gouvernement tels l'allemand Helmut Schmidt ou le suédois Faldin, des ministres importants tels le britannique Healey, des personnalités de la politique comme Henry Kissinger ou Margaret Thatcher, du monde des affaires comme David Rockefeller et même du syndicalisme. Mais il n'y aura à l'issue de ces conversations ni déclaration ni communiqué. La réunion de cette année constituera un tournant dans l'histoire du groupe de Bilderberg. Que la date et le lieu de cette réunion aient été connus à l'avance constitue en effet un événement sans précédent, que ce soit à la suite d'indiscrétions voulues ou non. Mais cette constatation ne répond pas à la question essentielle. À quoi sert le groupe de Bilderberg? S'agit-il simplement d'un forum où les grands du monde occidental se retrouvent pour échanger leurs idées et éviter entre eux tout malentendu? Ou bien est-ce un lieu de rencontre où l'on élabore des décisions qui engagent l'avenir du monde occidental? Cela dans le secret et en dehors des procédures normales. TF1 à l'Imperial Hotel, Torquay. C'est ceux qui ont créé Goldman Sachs, c'est Rothschild qui l'a créé, non, Rockefeller qui l'a créé dans les années 50 je crois en Allemagne, un truc comme ça. Après on sait que Rothschild ils ont pris la banque de l'Espagne, la banque de la France, la banque de l'Angleterre et la banque de l'Allemagne avec ses 5 fils. Et là Macron Rothschild qui passe. C'est la plus belle entourloupe du XXIe siècle qu'on ait vécu devant nous. Depuis hier et jusqu'à dimanche se tient à Montreux la 67e réunion annuelle du groupe Bilderberg. Quelques 130 personnalités parmi les plus influentes d'Europe et d'Amérique du Nord débattent des grands enjeux planétaires, du réchauffement climatique au Brexit, en passant par l'avenir de l'intelligence artificielle. Mais rien ne sortira des délibérations, puisque tous les participants se sont engagés à garder secret le contenu de leurs échanges, respectant la règle dite de Chatham House. Reto Tsenezan, bonjour.
Bonjour, monsieur. Vous êtes un entrepreneur actif à Zurich et vous êtes l'un des participants à cette réunion. Oui, nous sommes 128 réunis pendant 4 jours à l'hôtel Montreux Palace, qui a été entièrement réservé pour nous, les gens importants. Tous les autres, c'est Raus. Des participants issus du monde de l'économie comme vous, de la politique et des milieux académiques. Et à part vous, il y a 6 Suisses. Oui, il y a le patron de Credit Suisse, Tidjane Thiam. Il y a le vice-président de Roche, André Hoffmann, l'entrepreneur André Krudelski et le liquidateur de la presse romande Pietro Supino. Il y a la secrétaire d'État à la formation. Je ne sais plus comment il s'appelle. Je ne sais plus pourquoi on l'a invité. Et puis, il y a le président du conseil d'administration de la Suisse, Uli Maurer. Je ne sais plus non plus pourquoi on l'a invité, lui. À part les 2 derniers, c'est que des gens très très bien. Alors, par le passé, vous avez aussi reçu Johan Schneiderman et plus surprenant, Pierre Maudet. C'était en 2015. Oui, chaque année, on invite un clown pour l'animation. Il faut un peu rigoler, sinon 4 jours, ça passe long. Alors, la réunion essuie de nombreuses critiques. On lui reproche notamment de faire l'apologie du libéralisme et d'être très orienté à droite. Non, il y a des participants de gauche. Par exemple, monsieur José Manuel Barroso, qui était membre du Parti socialiste et qui est portugais. Il cumule. Oui, mais l'ancien président de la Commission européenne est aujourd'hui président non exécutif du conseil d'administration de la banque Goldman Sachs, qu'on accuse d'être co-responsable de la crise financière de 2008. Donc, monsieur Barroso a appris de ses erreurs de jeunesse. C'est une qualité. Il y a aussi cette critique qui décrit une élite cooptée et non représentative qui prend des décisions ayant un impact sur la population mondiale en dehors de toute logique démocratique. Ça, c'est pas une critique. C'est la vérité. Qui prend des décisions ayant un impact sur la population mondiale en dehors de toute logique démocratique. Ça, c'est pas une critique. C'est la vérité. C'est la vérité. Depuis la nuit des temps, les hommes ont voulu se regrouper afin de mener une quête de vérité. Et depuis tout aussi longtemps, ces groupes d'hommes se sont affrontés, parfois par pure incompréhension. Mais n'est-il pas normal de craindre ces sociétés qui s'identifient par le signe secret? Vous voulez quand même pas qu'on demande son avis au peuple, ou bien? Non, les sujets qu'on traite, ils sont beaucoup trop importants pour qu'on prenne ce risque, monsieur. Vous voulez quand même pas qu'on demande son avis au peuple, ou bien? Non, les sujets qu'on traite, ils sont beaucoup trop importants pour qu'on prenne ce risque, monsieur. Alex, vous m'aviez l'air bien pressé. On parle d'un programme qui contraindrait les gens à suivre un traitement médical, en particulier à se faire vacciner. C'est une sorte de dictature médicale qui serait mise en place, pas seulement aux États-Unis, mais dans le monde entier, sous l'égide de l'ONU et de l'OMS. Qui est derrière tout ça? Le groupe Bilderberg. Ils veulent établir une dictature planétaire pour pouvoir mettre en place leur programme de dépopulation, et ce, à travers le système de santé. Et c'est là qu'interviennent les vaccins, car beaucoup d'entre eux ont des effets secondaires
secondaires graves, et c'est fait à dessein. Il tue lentement et progressivement. On parle alors de mort douce. Je pense que vous devriez parler à une spécialiste, le docteur Rima Lebo. Elle ne vit pas aux États-Unis, elle craint la réaction de la police et de l'État. Mais bon, peut-être que pour vous, elle est médecin, elle a déjà soigné des pointures du gouvernement. Elle sait tout ce qui se passe en interne. Et où se trouve ce fameux docteur? Au Panama. Au Panama? D'accord, je vais la retrouver. Oui, soit vous allez au Panama, soit vous la faites venir, mais elle ne sera pas très chaude pour venir ici. Voici ses coordonnées au Panama. D'accord, je vais voir, merci. En quelques jours, rendez-vous est pris. Le médecin exilé accepte de rencontrer le gouverneur dans un petit aérodrome du Midwest pour une brève entrevue. Docteur Lebo, comment allez-vous? Bien. Gouverneur Jesse Ventura, merci d'être venu. Vous avez quitté le territoire américain? Oui, tout à fait. Pourquoi? Je ne me sens pas en sécurité aux États-Unis. C'est vrai? Vous voulez qu'on s'assoie pour discuter? Non, je ne préfère pas. Vous préférez rester là au cas où vous devriez partir vite? Dès que nous en aurons fini, vous partirez. Je quitterai le pays. Pourquoi? Parce que dans un avenir très proche, peut-être pas aujourd'hui ni demain, mais très bientôt, nous connaîtrons une vague de vaccination forcée, fallacieusement présentée comme une vaccination volontaire. Dans le cadre de la grippe porcine, c'est ça? C'est ça. C'est donc ça. Quel est le problème de ces vaccins? Ils sont mauvais? On peut par exemple parler du fait que l'OMS considère que la population mondiale est en excès de 90%. Et que l'organisation travaille depuis 1974 à l'élaboration de vaccins provoquant une stérilité définitive. Docteur, la seule réponse qui me vient quand j'entends ça, c'est « ça va pas, comment pouvez-vous dire de telles choses ?» Je peux fournir toute une documentation. C'est quand même effarant. Le processus est déjà enclenché. Pour ne rien arranger, nous savons que les vaccins illégalement approuvés par la FDA, l'autorité américaine du médicament, contiennent une substance appelée squalène. Le squalène est un composé organique utilisé dans les vaccins pour les rendre plus immunogènes et augmenter la réponse du système immunitaire. Si je vous injecte du squalène, votre système immunitaire s'y attaquera, mais également aux différentes parties de votre corps. Et les manifestations que l'on rencontre chez un patient dans ce cas font penser au syndrome de la guerre du Golfe. Les articulations gonflent et deviennent extrêmement douloureuses avant de se bloquer. Et on en trouve dans les vaccins qu'ils veulent nous administrer. Dans certains, oui, mais l'État américain a un autre tour dans son sac. C'est-à-dire? Ils veulent provoquer une pandémie en utilisant le vaccin à vaporisation nasale, qui est un virus vivant atténué. Ce qui veut dire que si je me fais vacciner, je peux vous contaminer. Vous contracterez la grippe et tout votre entourage aussi. Ensuite, l'État américain, s'appuyant sur les déclarations qu'il a déjà faites, annoncera la pandémie. Ils diront « Oh, mais on n'a pas assez de doses. Il y a une pandémie. » Il faut ajouter du squalène, qu'on enverra aux 90 000 centres de vaccination que le ministère de la Santé compte pourvoir en vaccins. Les gens font la queue par centaines pour recevoir le vaccin contre la grippe H1N1. On parle d'un holocauste, un véritable génocide. Ça veut dire que les hommes et les femmes vont tomber malades et mourir, et les seuls survivants seront infertiles. Mais si les gens commencent à mourir en masse suite à ces injections, ça ne va pas créer une rébellion, une révolte, un soulèvement du peuple? Oui, de courte durée. Le temps que les 420 000 militaires se déploient. Si vous vous rappelez bien, le Northern Command a été créé récemment pour, entre autres, reloger la population en cas de mouvements sociaux ou de pandémie. Donc, docteur, si je vous suis bien, si les gens refusent de se faire vacciner, l'Agence fédérale des situations d'urgence les placera dans des sortes de camps de concentration. Vous auriez tout intérêt à partir.
Comment pouvez-vous dire de telles choses? Je vais vous raconter une anecdote. En 2003, je soignais une patiente dans mon centre antidrogue. Elle était haut placée au gouvernement. Un jour, elle m'a dit, le grand abattage va bientôt commencer. Le quoi? C'est ce que j'ai répondu. Le quoi? Et elle a répété, vous savez, le grand abattage, quand on tranche dans le vif. Je lui ai dit, mais de quoi vous parlez? Et elle a ajouté, les parasites vont bientôt être sacrifiés. Ces gens qui consomment nos ressources naturelles non renouvelables. Je lui ai demandé, qui sont les décisionnaires? Les élus. Elle a dit, nous, l'élite. Vous ne pouvez pas me révéler l'identité de cette personne. Vous êtes tenu en tant que médecin au secret professionnel. Mais cette personne était-elle membre du groupe Bilderberg? Ce n'est pas la reine Béatrix, ce n'est pas la reine d'Angleterre, ce n'est pas Henry Kissinger. Mais elle m'a clairement dit qu'elle faisait partie de cette élite puissante. Et elle était chef d'État. Sachant qu'on parle beaucoup du groupe Bilderberg, je lui ai demandé qui était derrière tout ça. Et elle m'a répondu, vous avez entendu parler des Bilderberg, je suppose. Je lui ai dit, ce sont eux les responsables? Elle m'a dit non. L'enquête s'apprête à faire une plongée dans l'inconnu. C'est de la dynamite, ce que vous me dites là, madame. Éliminer 90% de la population mondiale. Vous me dites maintenant que ce ne seraient pas les Bilderbergers qui prennent la décision finale, mais qu'il y a encore quelqu'un au-dessus d'eux. D'après ce que m'a dit cette femme, il existe une sorte de conseil de 7 hommes qui prennent toutes les décisions importantes pour l'avenir. Du type, quel pays doit émerger, lequel doit plonger, quel système économique doit prospérer. Mais surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que ces personnages ne sont affiliés à aucune religion, aucune nation, aucun parti politique. Ce sont des francs-tireurs. Ils agissent selon leurs propres lois, qui ne sont pas celles des institutions auxquelles on croit. Et pour vous, ces gens veulent un génocide. La grippe porcine est un des catalyseurs. Quand on envisage un génocide, il faut déployer de sacrées ressources pour éliminer 6 milliards de personnes. Et en tant qu'ancien commando, vous devez bien savoir que même si les militaires peuvent faire le boulot, il leur faut aussi des renforts et des soutiens collatéraux. Quel est le pouvoir du groupe Bilderberg et de ses chefs à l'échelle mondiale? Moindre que le nôtre, si on s'unit. Chaque fois que le peuple fait entendre sa voix, il recule. Mais le problème, c'est qu'ils ne tiennent pas à ce que l'on sache. Ils ne veulent pas qu'on soit conscient de notre pouvoir. Sa mission accomplie, le docteur Leibo repart se cacher dans les montagnes panaméennes. Son message est clair. C'est à nous tous désormais de décider ce qu'on en fait. Et la critique d'opacité, le fait qu'aucun journaliste ne soit accrédité, qu'aucun compte-rendu des débats soit publié, bref, qu'on sache rien de ce qui est discuté. D'abord, il n'y a pas vraiment des débats. Vous savez, quand vous réunissez des gens qui sont tous d'accord, ça ne crée pas du débat, hein, ça crée des discussions sympathiques. Et puis, il faut dire, il y a des discussions qui pourraient un petit peu choquer le peuple si elles étaient retranscrites. Hein. Toujours à la recherche d'un moyen pour contourner le cordon policier. En pleine forêt espagnole, un groupe de jeunes activistes français tente d'accéder à un hôtel de luxe. Choper le club Bilderberg International. Surveillé par la police. Depuis tout à l'heure, ça arrête pas les hélicos. À l'intérieur, le mystérieux groupe Bilderberg. Depuis plus de 60 ans, à huis clos, Americans, Germans and French. Il réunit une fois par an des personnalités internationales majeures. Bilderberg, le saint des saints des clubs mondiaux. Un groupe secret, hermétique. Margaret Thatcher, Bill Gates ou Emmanuel Macron y sont allés. Bilderberg, ou la réunion cachée qui déciderait de l'avenir du monde. Impénétrable Bilderberg. À défaut d'y être invité, nous prenons la direction du Tyrol autrichien. Nous avons rendez-vous avec un élu local resté lui aussi à la porte de Bilderberg. C'était il y a 3 ans, lors de l'édition 2015. How was this road at this time?
Comment était cette route? Sans voiture. Sauf celle de la police. La route principale était fermée. Il y avait plus de 2000 policiers. 2 hélicoptères qui surveillaient en permanence la zone. Des chiens policiers dans la forêt. Je n'ai jamais croisé un seul invité de Bilderberg. À l'époque, le groupe prend ses quartiers dans ce décor à la James Bond, cet hôtel 5 étoiles. Un des rares Français à y avoir été invité lève un peu le voile sur le mystère Bilderberg. Tout a commencé par une étrange invitation. J'ai reçu un mail de quelqu'un que je ne connaissais pas, me disant, voilà, si ça vous dit, vous êtes le bienvenu pour l'édition 2017 de cette rencontre. J'ai accepté parce que, pour voir ce que c'était. Comme à chaque édition, le lieu est tenu secret jusqu'au dernier moment. 100 à 150 personnes s'enferment ensuite dans un hôtel privatisé, ultra sécurisé. À la tête du groupe Bilderberg depuis 6 ans, le Français Henri de Castres, ex-PDG d'AXA. Avec un comité, il sélectionne les invités et les thématiques abordées. Pendant 2 jours et demi, ils vont parler montée du populisme, Russie ou leadership américain par exemple, souvent sous un prisme libéral. J'ai pris beaucoup d'intérêt à écouter les travaux des uns et des autres. On travaille beaucoup à Bilderberg, du matin au soir. Vous comprenez la vision du monde des interlocuteurs qui sont là. C'est-à-dire, globalement, les dangers qu'ils identifient en matière de crise internationale, par exemple. Les opportunités qu'ils espèrent. Mais, le jour où il se produit un événement, comme par exemple la crise coréenne, vous avez en tête la façon dont les Américains et les Chinois peuvent réagir. Et ça vous aide dans l'analyse, dans l'interprétation des événements. À Bilderberg, pas de protocole. Les invités sont assis par ordre alphabétique. Thierry de Montbrial, membre du club pendant 30 ans, se souvient d'une atmosphère. Je me souviens une fois, j'avais entamé à l'un des repas une discussion tout à fait intéressante avec mon voisin. Puis je m'aperçois que c'est le président en exercice de l'Autriche. Nous parlions tout à fait normalement. J'ai fait la queue, je me souviens aussi, discutant avec Bill Gates, parce qu'on était en train de faire la queue pour se servir à déjeuner. Bon, ce qui est amusant, c'est qu'il y a un esprit d'égalité, au moins pendant le temps de ces rencontres, où tout le monde se comporte dans cet esprit-là. Pourquoi grands patrons ou chefs de gouvernement se réunissent-ils de façon si secrète ? La genèse de Bilderberg se dévoile d'abord sur le fronton d'un hôtel, au cœur d'une forêt hollandaise. Bienvenue à l'hôtel de Bilderberg. L'hôtel de Bilderberg. L'histoire du groupe qui porte le même nom démarre ici, au hameau de Bilderberg, en 1954, en pleine guerre froide. Le prince Bernhard des Pays-Bas adresse une lettre à une 60aine d'invités, politiques, têtes couronnées, industriels européens et américains. J'apprécierais vivement que vous assistiez à une conférence non officielle qui se tiendra fin mai aux Pays-Bas. Elle abordera les problèmes auxquels est confrontée notre civilisation occidentale. L'idée initiale, je crois, c'était de créer une sorte de club réellement transatlantique, c'est-à-dire Est-Ouest, c'est-à-dire entre les États-Unis et l'Europe occidentale, un club où il y aurait à la fois des personnalités politiques, économiques et intellectuelles, mais aussi du monde des médias, et qui pourraient discuter une fois par an des problèmes concernant ce monde, je répète, qu'on appelle toujours occidental. La première des réunions secrètes dure 3 jours. L'hôtel est sanctuarisé. Aucune livraison autorisée. Personne ne rentre, personne ne sort. Ambiance de défiance, quasi paranoïaque, car on craint les espions soviétiques.
Chaque membre du personnel de l'hôtel a fait l'objet d'une enquête policière. Et chaque personne suspectée d'avoir des accointances communistes s'est vue interdite d'approcher l'hôtel. L'ancien directeur, qui était à ma place, a dû les éloigner et embaucher de nouvelles personnes. Même les enfants du directeur, sa femme, furent empêchés d'approcher l'hôtel. Ils étaient peut-être communistes? Je ne crois pas, non. Voici les photos de la toute première conférence. Animés par le prince, beaucoup de membres de l'OTAN sont là. Objectif, fédérer un front idéologique face au bloc soviétique. Parmi les invités, tous farouchement atlantistes des Français. Le député Antoine Pinay, futur ministre, ou Guy Mollet, futur président du Conseil, et bien sûr beaucoup d'Américains. Ici, c'est notre ancien prince. Ici, c'est David Rockefeller. Et Henry Kissinger. C'est comment l'ambiance de nuit à l'hôtel? Il y a des fantômes de Bilderberg? Non, il n'y en a pas. Ou alors, on ne les a pas encore rencontrés. Pas de fantômes, mais beaucoup de fantasmes. Le groupe de Bilderberg, vous en entendrez certainement parler dans les prochains jours. Tout de suite, des précisions sur cette espèce de sigle ou dénomination assez inconnue du grand public. Des précisions, Dominique Bromberger. Les 22, 23 et 24 avril se retrouveront dans cet hôtel de Torquay, gardé d'un côté par des falaises abruptes, de l'autre par des forces de police impressionnantes, des chefs de gouvernement, des ministres importants, des personnalités de la politique, du monde des affaires et même du syndicalisme. Mais il n'y aura à l'issue de ces conversations ni déclaration, ni communiqué. À quoi sert le groupe de Bilderberg? S'agit-il simplement d'un forum où les grands du monde occidental se retrouvent pour échanger leurs idées et éviter entre eux tout malentendu? Ou bien est-ce un lieu de rencontre où l'on élabore des décisions qui engagent l'avenir du monde occidental? Cela dans le secret et en dehors des procédures normales. La guerre froide terminée, comment et pourquoi le secret a-t-il survécu? Rien n'est public, donc les discussions fonctionnent avec ce qu'on appelle la règle de Chatham House. Cette règle, c'est une règle qui a été inventée dans les années 30, en clair. Vous pouvez utiliser ce que vous avez appris dans ces discussions, mais vous ne devez pas le sourcer, c'est-à-dire l'attribuer à quelqu'un de particulier, et pas non plus révéler le nom des participants à cette discussion. C'est une règle qui permet aux participants de parler librement et de livrer justement le fond de leurs pensées sur les sujets qui les occupent. Il n'existe que très peu d'archives de ces réunions, mais dans les années 70, on trouve une conférence de presse du fondateur de Bilderberg, le prince des Pays-Bas, lors d'une réunion du groupe à Megève. On ne fait jamais de résolution, aucune, jamais de recommandations. On parle sur le sujet et voilà. Allez-vous avant tout discuter de questions économiques ou avant tout de questions politiques? Tous les deux. Tous les deux, ça s'est toujours mélangé toutes les années depuis le commencement que nous faisons ces conférences. Ce jour-là, il n'est pas peu fier de rappeler que le groupe Bilderberg a vu venir le choc pétrolier de 73. Sans savoir, nous étions des petits prophètes. On dit la possible crise d'énergie. Avec l'arrivée d'Internet, le lieu des réunions est devenu de moins en moins secret, Bilderberg et son opacité de plus en plus critiquées. Je crois au complot et je dénonce le fait qu'une classe dominante perpétue son propre pouvoir. Bilderberg, c'est la reproduction des riches, des dominants à l'échelle mondiale. À chaque édition, complotistes, anticapitalistes, militants d'extrême droite ou gauche dénoncent un groupe occulte. Le groupe de Bilderberg aujourd'hui, c'est un groupe d'influence, il y a une part de lobbying aussi, c'est un réseau. Qu'est-ce que c'est? Je pense que des gens qui se réunissent là
ne sont pas là pour définir une position commune qu'ensuite ils vont aller répercuter dans leur pays respectif. C'est absolument pas ça. Ça c'est le mythe. On parlait pardon. On se coupe pas en deux non plus quand on est un homme public. Attendez. Ce mythe d'une espèce de gouvernement caché qui en somme prendrait les décisions pour le reste du monde, c'est sympathiquement absurde. Pour les anti-Bilderberg, le groupe serait le temple de l'entre-soi. On a l'esprit un peu focalisé en France sur les éditions précédentes où une année, Macron a été invité, l'année d'après, Édouard Philippe. 18 mois plus tard, l'un est président, l'autre est Premier ministre. Du coup, évidemment, les complotistes font le lien de cause à effet en disant « Bien sûr, c'est parce qu'ils ont été à Bilderberg qu'ils ont été choisis là-bas, adoubés, et donc élus. » Ça n'a aucun sens. Et c'est même d'une naïveté confondante, si vous voulez. La réalité, c'est que quand vous êtes sur les rails sur les trajectoires de la réussite, normalement, c'est le rôle, probablement, de certaines personnes dans ces organisations, de vous identifier, de vous contacter, et puis de profiter de votre savoir. Est-ce que Bilderberg peut être un accélérateur de carrière ? Il est certain que je pense que l'accélérateur de carrière, c'est les rencontres. Voilà. Donc, il est évident que des gens, mettons, brillants dans leur domaine, plus ils sont amenés à rencontrer des gens qui sont impliqués dans le... Enfin, je vais employer le mot d'élite, qui, je crois, s'impose de toute façon. Et plus ils ont des chances, en effet, d'être repérés et donc d'avoir des opportunités. Ces liaisons dangereuses, il n'y a pas que les complotistes qui les dénoncent. Pour Mesut Onay, l'élu autrichien, c'est un déni de démocratie. Bien sûr qu'en démocratie, chacun peut se réunir en privé, c'est certain. Mais là, des politiques, élus par nous, qui rencontrent des entreprises d'armement, le lobby militaire, tout cela à huis clos. Les thèmes qu'ils abordent nous concernent forcément. Donc c'est difficile d'invoquer le caractère privé de cette rencontre. Oui, mais à ce compte-là, s'ils dînent ensemble en ville, c'est aussi scandaleux selon vous. Oui, mais quand ils le font en ville, ça ne coûte pas des milliers d'euros aux contribuables, comme c'était le cas ici en 2015. Le problème, c'est que le contenu des échanges et l'accès à l'information est privatisé. Mais les coûts d'organisation, eux, sont mutualisés. L'édition Bilderberg 2018 a eu lieu de l'autre côté des Alpes, en Italie, à Turin début juin, dans cet hôtel de luxe. Bilderberg est le reflet de la structuration des pouvoirs dans nos sociétés. En ce sens-là, on peut s'en prendre à Bilderberg, mais c'est pas le sujet. On aboie sous le mauvais arbre. Le bon arbre, c'est la façon dont sont sélectionnées les élites en France. En France et aux États-Unis, et probablement dans d'innombrables pays, en tout cas dans les pays occidentaux. Cette année, côté français, Jean-Michel Blanquer et Bernard Cazeneuve y sont allés. Et comme toujours, depuis plus de 60 ans, rien n'a filtré. Entre nous les puissants, on se dit la vérité, on ne fait pas du politiquement correct. Pour exemple, si je vous dis, ne prenons pas des mesures contre le réchauffement climatique, on s'en fout du réchauffement climatique, ça concerne que les pauvres qui puent et qui sont moches. Oui, ce serait un petit peu choquant. Ça. Oui, pourtant c'est la vérité. Hein. Mais l'opinion publique n'est pas encore prête à l'entendre. Alors c'est mieux si ça reste un petit peu off the record. Vous savez, comme ça on peut prendre les mesures en phase avec cette vérité sans entrave démocratique. Ouais. Hein. Et puis, il faut dire aussi, il y a toute une partie de nos échanges qui
qui ne sont pas intéressantes pour les journalistes, vous savez. Bienvenue, James. Cela faisait longtemps. Un groupe occulte qui dirige le monde comme dans un James Bond, c'est un peu ainsi qu'est perçu le groupe Bilderberg, un groupe qui se réunit chaque année depuis 60 ans et qui rassemble des personnes influentes issues de la diplomatie, du monde des affaires, de la politique et des médias. Un week-end en parfait huis clos, l'accès à l'hôtel autrichien où se déroulent cette année ces discussions secrètes est bloqué et protégé jour et nuit par plus de 2000 policiers. Le survol du périmètre est interdit et les communications brouillées, comme le constate ce web-journaliste. Le groupe Bilderberg, qui a été créé en pleine guerre froide pour améliorer la collaboration des États-Unis et des pays européens contre la menace soviétique, nourrit depuis les fantasmes complotistes les plus délirants. Pourtant, si le site internet de Bilderberg est un peu aride, il donne noir sur blanc le nom de ses participants. Le Premier ministre belge, l'ancien président de la Commission européenne, le diplomate Henry Kissinger, l'ex-patron de la CIA, l'ex-directeur de la Banque mondiale, le PDG de Google et bien sûr le maire de Bordeaux, Alain Juppé par exemple. On y trouve aussi la liste des sujets abordés, l'intelligence artificielle, la cybersécurité, la Grèce, l'Iran. Alors pourquoi de telles théories ? Parce qu'il n'y a pas de compte-rendu public des débats, c'est, expliquent ses participants, pour mieux libérer la parole qu'ils préservent le secret. De toute façon, nous assure-t-on, aucune décision n'y est prise, contrairement à d'autres sommets. Qui n'ont pas d'intérêt. Par exemple, tous les jours vers 15h, on demande à toutes les femmes de quitter la pièce. Elles sont 34 sur 128 cette année. Hein. Oui, on accepte les femmes pour des questions de marketing. On est quand même sensible à ça. Mais vers 15h, on leur dit d'aller au spa et comme ça, on a la paix. Ok, et puis qu'est-ce que vous faites On ferme la porte à clé et puis on baisse nos pantalons et on regarde qui c'est qui a la plus grande. Hier, j'étais 3e. Ah ouais? Oui, c'était la partie la plus fun de la réunion. Le premier, c'était un autre Suisse, mais c'était pas Monsieur Maurer. En effet, c'est peut-être mieux que tout cela reste à huis clos. Reto Sennheiser, participant à la réunion Bilderberg. Même si on a des très belles bites. Oui, une réunion donc qui paralysie en partie Montreux jusqu'à dimanche. Merci pour ces explications et bonne journée. Je reviens quand je veux. Mais là, il y a trop de théories d'un coup, là, je suis perdu, là, moi. Ça, c'est factuellement faux. Ben non, c'est vrai. Alors, qu'est-ce qui est faux, là, dites? Ce que dit monsieur, que les banques centrales ou les banques importantes dans le monde sont détenues par la famille Rothschild, c'est factuellement faux. C'est absolument faux. Vous l'avez sans doute lu sur des sites conspirationnistes ou dans des bouquins complotistes, mais ce que vous dites là, ça n'existe pas. La création de l'OTAN, la création de l'UNICEF, la création de Goldman Sachs, comme ça on ne croit plus que c'est les Bilderberg qui tiennent, mais c'est toujours eux sur Goldman Sachs. Mais c'est quoi la preuve derrière? C'est quoi le symbole? La preuve que l'UNICEF, par exemple, est dirigée par Bilderberg? Il n'y a aucune preuve, c'est juste il faut lire l'histoire, c'est tout. D'où vous sortez vos infos? Moi, d'où je sors mes infos? Je reprends des livres d'histoire, je lis. On n'a pas les mêmes livres d'histoire. Moi, j'ai pas de livre d'histoire qui dit que l'UNICEF a été créé par un groupe Bilderberg. Rudy, explique-nous un peu. C'est quoi cette théorie autour du groupe Bilderberg? Ce qui est une réalité, en fait, c'est que c'est un groupe de socialisation des puissants, effectivement. Ça existe donc? Oui, ça existe depuis 1954. Ils se réunissent tous les ans. On en connaît la liste qui est publique. Ce qui s'y dit ne doit pas sortir de là. Et donc vous avez des journalistes, vous avez des politiques et vous avez également des industriels. C'est pour pouvoir parler à bâton rompu. Or, le complotisme contemporain voit le Bilderberg comme le lieu où se concentrent, où se prennent les décisions en fait pour le monde entier. Ceux qui gèrent tout, c'est ceux qui font le jour et la nuit, comme le CRIF, ceux qui gèrent le jour et la nuit de la. Comme le CRIF? Bien sûr, le CRIF, ils font une réunion une fois par an, mais c'est quoi les réunions? Vous croyez qu'ils font Malzentov? En gros, ce que vous me dire, c'est que c'est les Juifs qui dirigent le monde. Là. Non, ça n'a rien à voir, non. C'est justement eux, c'est pas eux, c'est les Juifs de nos jours. Il ne faut pas confondre Juifs et sionistes, monsieur. Vous êtes dans quelque chose qui est un développement contemporain de vieux matériel symbolique antisémite. Si vous étiez familier, par exemple, des grandes thèses des mouvements antisémites au XXe siècle, les mouvements fascistes notamment, ou nazis, ils parlaient comme ça aussi. Ils parlaient des Rothschild, des sages de Sion, des sionistes, etc. Ce sont des avatars, si vous voulez, de ce qu'on a appelé le mythe du complot juif au XXe siècle. Aujourd'hui, on dit plus juif, on dit sioniste. De Sabrina, bonjour. Oui, bonjour France Inter, merci. Vous nous appelez de Bordeaux. Madame, oui, j'appelle de Bordeaux. Alors moi, ça s'entend, Sabrina, ça fait plaisir. Je me ressens chez moi, là. Écoutez, je vais vous dire, madame. Bruno Gig, ancien sous-préfet de Saintes, a été limogé pour avoir dit la vérité sur la politique israélienne. Madame, nous avons en France une organisation juive, le Bétar, qui a poignardé un commissaire de police français en plein Paris il y a 3 ans. Je ne suis pas certain que ce soit du registre de madame la ministre de l'Outre-mer de l'Intérieur. Votre question... C'est un commissaire de police, mais en même temps, je crois que vous n'avez pas l'air d'être au courant de cette affaire. Peut-être que... Bon, on va peut-être passer à Daniel. Bonjour Daniel. Non, Daniel, c'est déjà fait. Mathieu?
Alors on va passer à d'autres questions. Au standard de France Inter, Linda nous appelle de Bordeaux. Bonjour Linda et bienvenue sur France Inter. Oui, merci à vous. Écoutez, une pensée pour toutes ces veuves afghanes et libyennes que notre armée est allée envahir pour faire plaisir à Bernard-Henri Lévy, nouveau ministre des Affaires étrangères. Et il y a un pays, soi-disant démocratique, qui est une menace pour la paix. C'est Israël. Pourquoi ne pas aller leur donner une bonne leçon pour leur apprendre à ne pas voler la terre d'autrui et à massacrer le peuple palestinien qui est chez lui, je vous le rappelle. Et si vous pouvez m'épargner le discours Hamas égale islamiste. Et si vous pouviez nous épargner les questions pirates qui n'ont rien à voir entre ce que vous proposez au standard, est-ce que vous souhaitez répondre à cette question ou est-ce qu'on passe à autre chose? Nous passons à autre chose. L'Europe, le rapport direct avec l'Europe. Avec les élections européennes, hein. Oui, le rapport direct avec l'Europe, et plus largement d'ailleurs avec l'Occident même, c'est qu'en France, moi en tant que Français, je n'ai pas envie que les intérêts d'un pays qui n'est pas le mien viennent obscurcir ma vision de l'état des choses, du statu quo géopolitique, si vous voulez. Je n'ai pas envie qu'on... Alors la petite thèse du CRIF, c'est Israël est perpétuellement la victime, les méchants payera trop. Je vois pas encore le rapport avec les élections européennes, excusez-moi Clément. On va arrêter là, on va arrêter là parce qu'il est 19h30. Clément, Paul, Franck, Meyer Habib. Hey. Au-dessus, c'est le soleil, il n'y a personne. Qu'est-ce que vous voulez dire, Laurent Duvert? Il est sous influence juive? Probablement. Vous le pensez? Je peux le penser. C'est une phrase inadmissible, point. Et il faudra qu'il y ait des poursuites. Il n'y a pas de problème, c'est une phrase inadmissible. Écoutons Manuel Valls. Manuel Valls qui a rappelé que l'antisémitisme était un délit. Roger Kuckerman, est-ce que ce soir vous revenez sur les propos que vous avez tenus samedi ou est-ce que vous les maintenez? Je les maintiens car il me paraît essentiel que ce soit l'occasion de vider un abcès avec les verres. Vous n'avez pas l'air bien. Ça passe pas. Ça passe pas. Il y a des insultes qui passent pas. Ouais. Ça peut s'arranger, vous croyez? J'espère pour lui. Ouais. Il dit quoi, Krivine, de ça? Faudrait lui demander. Ouais. Et se retrouver là et se faire traiter à mi-mot d'antisémite, c'est dur. En tous les cas, ça prouve que vous avez du cœur. Que la révolution, c'est aussi une affaire d'amour. C'est écrit dans le livre. Je ne reprends pas un antisémitisme, un thème antisémitisme ordinaire. Vous voyez l'antisémitisme partout, je vous en prie. L'antisémitisme. D'antisémitisme. Un nouvel antisémitisme. Antisémite. L'antisémitisme. Il est par ailleurs violemment antisémite. Antisémite et négationniste. Nazion. Antisémite. Antisémite et négationniste. Un antisémite. L'antisémitisme. Nazion. L'antisémitisme. L'antisémitisme. Antisémite, etc. Raciste. À la haine. Antisémite. Fascisant. Contre l'antisémitisme. L'antisémitisme, antisémite. Stop ou encore? Encore. Antisémite. Vous dites stop ou encore? Ce sont des ordures antisémites. Dernier étage. Israël, c'est intouchable, oui. C'est intouchable. À tous ces Israéliens qui parlent français, et ils sont nombreux, à la tête de l'État, mais bien au-delà. On est tout en haut, les mecs. Au-dessus, c'est le soleil. Je vais tenter, dans un hébreu moins fluide, mais tout aussi sincère, de vous répondre. Tamid Eshaer, Raver Shel Israël. Je suis votre ami et je le serai toujours. L'hymne national d'Israël chanté par des députés de la République, l'image est assez rare. De droite comme de gauche, des parlementaires, des amis d'Israël, pour dire non à la reconnaissance unilatérale d'un État palestinien par Mahmoud Abbas à l'ONU. Mesures de sécurité renforcées, plusieurs centaines de militants pro-État hébreu affluent en fin d'après-midi. Il faut montrer patte blanche. Rien ne doit perturber le meeting de soutien à Israël des parlementaires français. Moi, j'avais le bureau politique de mon parti. Et Xavier Bertrand m'a dit, mais tu t'en vas. On parle des retraites, c'est important. Et je lui ai fait passer un papier en disant, pour moi, Israël, c'est plus important que les retraites. Pour moi, Israël, c'est plus important que les retraites. Je suis depuis toujours, à titre personnel, un ami d'Israël. La France ne transigera pas avec la sécurité d'Israël parce qu'Israël, c'est un miracle. Israël, c'est un miracle.
Prenez Monsieur Stéphane Macron, qui est secrétaire général adjoint de l'Élysée, aux côtés de Pierre-René Lemas, donc numéro 3 de l'Élysée, qui voit donc à peu près tous les jours François Hollande en croisant au moins dans son bureau et en faisant des réunions avec lui. Eh bien, c'est un des plus jeunes, brillants banquiers issus de la banque Rothschild. Par ma femme, je suis lié de manière éternelle à la communauté juive et à Israël. Quand même. Merde, quand même. Sans les Juifs de France, la France ne serait plus la France. Les Juifs de France sont plus que jamais les Français à l'avant-garde de la République et de nos valeurs. Je sais, après cette cérémonie, circuleront sur les réseaux sociaux la photo du Premier ministre de la France avec une kippa dans une synagogue. Je suis fier que demain, sur des réseaux sociaux, circule cette photo et je leur dirai à tous ceux qui prônent cette haine que c'est ça la France, c'est ça être Premier ministre. Les Juifs de France, comme le fait aujourd'hui le ministre de l'Intérieur, peuvent porter avec fierté leur kippa. Nous sommes tous des sionistes. Nous sommes tous des sionistes. Nous sommes tous des sionistes. Encore plus haut. Ah bon? T'es arrivé. Est-ce que vous savez ce que c'est que les francs-maçons? Les gros bras, quoi, on va dire. Ceux qui ont de l'argent, quoi. Je connais un programme des francs-maçons, c'est d'éliminer la population mondiale. C'est quoi? C'est de créer des choses dont on n'a pas vraiment besoin, mais qui va pour de vrai nous détruire sans qu'on ne se rende compte. Un exemple, la cigarette. Attendez, vous pensez que les francs-maçons essayent de nous faire fumer? Ouais, pourquoi pas, oui. Notre président François Hollande est allé la semaine dernière rencontrer les francs-maçons. Vous savez, cette secte sataniste qui cherche à dominer le monde. Nous avons, au Grand Orient de France, et en général dans la franc-maçonnerie, le sentiment que nous avons une dette sociale dans la mesure où nous disposons d'un savoir, qui est un savoir acquis dans nos loges, et donc d'un pouvoir. Parce qu'on en revient finalement à votre conclusion. La conclusion, c'est celle du pouvoir. Et nous avons un certain pouvoir et que nous avons aussi le sentiment qu'il est moral de le dire à un moment. Il est moral de l'exercer. Et nous reconnaissons les hommes qui s'engagent en voulant réhabiliter aussi le politique. Voilà un certain nombre d'éléments qui font que ce débat aura été enrichissant pour nous. Alors, nous ne vous avions pas donné toutes les clés, évidemment. Nous voulions vous voir, vous savez, dans une formule simple. C'est au pied du mur qu'on voit le maçon. Merci à vous. Mais si l'on croit, comme c'est mon cas, dans la République, à un moment, il faut passer par la franc-maçonnerie. S'il est bien quelqu'un qui, en France, s'est fait attaquer publiquement par des maçons ou d'anciens maçons, comme Manuel Valls, c'est bien l'humoriste Dieudonné. Sur le papier, ce devrait être étonnant pour tout le monde, car la maçonnerie revendique comme principe de base, commun à tout être humain, la liberté d'expression. Comment Dieudonné juge-t-il la maçonnerie? Est-il animé par une certaine forme de ressentiment à son égard, car elle ne l'a pas épargné? Il a d'ailleurs une petite expérience, assez peu connue avec elle. Il va nous en parler. Effectivement, j'ai participé à une tenue blanche. C'était cadet. J'ai été invité, en fait, un spectateur est venu me voir un jour, métis comme moi, d'origine africaine, et il m'a dit ce serait bien que vous veniez vers un monde métissé. C'était le sujet de ce qu'il voulait faire, d'une petite. Alors moi, je ne connaissant absolument rien de la franc-maçonnerie, j'ai dit bon, bah pourquoi pas, par curiosité. Je me souviens d'une ambiance très boisée, un peu comme l'intérieur de la 17e à Paris, 17e correctionnelle, que je connais mieux. J'y suis allé plus souvent, j'y ai passé plus de temps. Mais oui, donc cette ambiance de tribunal, effectivement. Bon, ensuite, je me suis un peu renseigné sur ce qu'était la franc-maçonnerie. On m'a expliqué qu'il y avait des grands hommes qui avaient été francs-maçons. Il y avait toute une liste et qu'il était bon d'entrer sur cette liste puisque bon, on faisait partie des grands hommes de cette société. Mais bon, beaucoup d'hommes politiques, quelques humoristes, un ou deux. Et je me suis renseigné après sur ce qu'ils faisaient. C'était pas très très bon, selon moi. Je sais que Coluche a refusé, lui, d'en faire partie.
Il avait une phrase qui était amusante, c'était, il paraît qu'il faut, quand on rentre, il faut se taire pendant 1 an. Il dit, je veux bien m'inscrire, mais l'année dernière. Lui, il va au Vatican, moi au siège du Grand Orient, et je suis dans Sarkozy. Vous allez au Grand Orient en tant qu'invité ou comme membre? On ne considère pas que ça doit être public. L'appartenance à la franc-maçonnerie doit... je suis franc-maçon, on va marquer franc-maçon ex-trotskiste. Est-ce que vous avez participé au groupe Bilderberg une fois seulement. En 2008, c'est tout? Oui, absolument. Si l'on croit, comme c'est mon cas, dans la République, à un moment, il faut passer par la franc-maçonnerie. Vous en pensez quoi, vous? Et du coup, François Hollande qui va les voir, vous dites quoi? Ça veut dire qu'ils ne pensent pas au développement de la France. On est dans un système où la vérité, elle n'existe pas. Du coup, les francs-maçons, ils utilisent les médias pour vraiment nous pousser à consommer, sans doute. J'ai eu à lire un livre de Napoléon Hill. Le titre, c'est « Plus malin que le diable ». Il raconte que tout ce qu'on vit, les francs-maçons nous font croire des choses qui ne sont pas vraies pour de vrai. C'est un best-seller en plus, vous savez. C'est assez révélateur, je pense, de ce qui ressort très vite quand on aborde la franc-maçonnerie. Je veux juste comprendre pourquoi les gens vont à ce point utiliser la franc-maçonnerie comme un réceptacle de toutes ces théories du complot. Les Français, on s'en fout. Dans cette histoire, l'important, c'est les scientifiques les Français, qui nous disent que ce monsieur est très intéressant. que ce virus est originaire. Non mais l'avis des Français sur cette question, elle ne nous importe pas. Moi, je m'en fiche de savoir que les Français pensent que la Terre est ronde. Monsieur, vous êtes s'il vous plaît, André Berkoff, taisez-vous. André Berkoff, Thomas Huchon, on va poser une question très simple. Comment vous expliquez alors que autant de gens puissent croire une théorie du complot autour du coronavirus? Comment vous l'expliquez? Est-ce que vous avez l'impression que le gouvernement vous cache des choses sur le coronavirus? Oui, peut-être. Ah ouais. Oui. Peut-être. C'est pas impossible. En fait, eux, ils savent pour eux, par exemple pour les ministres, ils vont cacher pour eux, ils vont protéger leur famille. Puis nous, les Français, on sait rien. Ils s'en foutent en fait. Les Français, on s'en fout. Je rappelle le sondage qui est sorti aujourd'hui. Il y a plus de 50% des Français qui pensent que le gouvernement leur cache des informations sur ce virus. Et est-ce que vous avez déjà entendu sur des remèdes qu'on voit circuler sur Internet? La cocaïne? Ouais, la cocaïne. Comment ça, la cocaïne? Ouais. Apparemment, ça pourrait soigner. Vous aviez entendu ça, vous, que la cocaïne, ça soignait le coronavirus? L'eau de Javel, oui, mais le reste, non. L'eau de Javel? L'eau de Javel, ça soignerait le coronavirus? Fallait l'avaler, ouais. Le thé de fenouil. Pas le fenouil en lui-même, mais le thé de fenouil. Vous voyez passer toutes ces fausses infos, mais vous n'y croyez pas vraiment. Voilà. Par contre, vous avez quand même l'impression d'être mal informé. Ouais. Bah oui. Ça revient tout le temps. Le fenouil, ça marche pas. Est-ce que vous avez déjà vu, vous, ce genre de théorie circuler sur les réseaux sociaux? Il a été créé en laboratoire, vous avez entendu passer ça? Ça, ouais. Sur quel réseau social? Non, je l'ai entendu de personnes, enfin sur Internet, de personnes que je connais. Dans des discussions? Ouais, dans des discussions. Et il aurait été créé où en laboratoire et pourquoi? Alors, on a entendu la version de l'Asie et des États-Unis. Les deux, c'est-à-dire? L'Asie, comme c'est une superpuissance, pour déstabiliser les États-Unis. Et vice-versa, pour arranger Donald Trump vis-à-vis des Asiatiques. Ça vous semble crédible, ce genre d'histoire, ou pas? Honnêtement, rien n'est à exclure. Je peux pas dire oui, je peux pas dire non, c'est pas à exclure. Ça me paraît complotiste, mais est-ce que c'est une mauvaise chose? D'où elle vient cette théorie de la création au laboratoire? C'est qu'effectivement, il y a un laboratoire qui travaille sur les virus dans la ville de Wuhan. Ça, c'est vrai, ça, c'est la partie vraie de l'histoire. Donc, à la base, la rumeur, elle est partie là. Sauf qu'il n'y a aucune espèce de preuve ou d'information qui montrerait que ce laboratoire, il y a eu une explosion, ou que ce laboratoire, il y a eu une fuite, il n'y a rien. C'est des infos qu'on entend, donc on prend après. On prend, on discute, on voit est-ce que c'est possible, est-ce que c'est pas possible, est-ce que nous, vous, moi, on n'a pas de preuves. Après, peut-être que certains ont entendu des choses et que voilà. Les Français, on s'en fout. Est-ce qu'on nous cache des choses? Est-ce qu'on nous ment? Le problème, c'est que les gens, ils aiment bien les solutions un petit peu simples. Donc quand on est dans un univers de complexité comme celui-là où il y a encore beaucoup d'incertitudes, c'est normal qu'il y ait des gens qui préfèrent des solutions simples et qui s'y attachent. Ce qui est important, c'est qu'il y ait une majorité qui reste à peu près raisonnable. André d'abord et Thomas ensuite. À la radio, merci. Comme M. Berkoff, par exemple. André d'abord, Thomas ensuite. Arrêtez de vous avec raison. Écoute. Franchement, tu on vous a pas donné la parole. Non, mais André, s'il vous plaît, Philippe Binger, vous attendez. André Berkoff.
Alors, c'est très simple. Les théories du complot, c'est toujours quand il y a une catastrophe, quand il y a une épidémie, quand il y a énormément de choses. Et vous le savez très bien, les théories du complot, elles fleurissent. L'assassinat de Kennedy, le 11 septembre, tous les événements extrêmement forts. Pourquoi ? Parce que les gens ont besoin de béquilles. La théorie du complot, évidemment, c'est n'importe quoi. On le sait très bien. Pourquoi ? On l'a vu aujourd'hui, vous avez vu sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui accusent telle ou telle communauté. On dit que c'est les Chinois qui ont fait ça pour réduire les Américains. Au contraire, c'est les Américains qui ont fait ça pour réduire les Chinois, etc., etc., etc. Ah oui, il y a même des accusations entre religions. Absolument. Bien sûr. Il y a eu, on va pas les nommer parce que c'est pas la peine. Il y a des gens qui accusent les Juifs et les francs-maçons. On le voit sur les réseaux sociaux que ça a été entièrement une création d'eux. Vous savez, c'est classique, hein. Ça, c'est pas nouveau. Ça existe avant les réseaux sociaux depuis très longtemps. Dès qu'il y a quelque chose de très fort et surtout comme ça au niveau mondial, évidemment, pourquoi ? Parce que les gens ont besoin de béquilles. Parce que les gens, quand ils sont angoissés, encore une fois, je ne justifie rien. J'explique. Je ne crois pas. Quand les gens sont angoissés, ils ont besoin de béquilles, ils ont besoin d'explications. Et évidemment, il y a des gens manipulateurs, faciles. C'est l'hommage de la paresse qui leur donne ces béquilles pour leur dire « Ah oui, mais attendez, c'est très simple. Rappelez-vous qu'il est dit, rappelez tout ça. C'est un complot de la CIA, c'est un complot des Juifs, c'est un complot des francs-maçons. » On se souvient du 11 septembre. C'était la même chose avec les attentats à New York. Ah ben c'était l'auberge espagnole du fantasme, hein. Ça n'arrêtait pas de partout. On a même dit que moi je me rappelle très bien que j'avais écouté ça, j'étais au Liban, où ils avaient dit que bon, les Juifs avaient été prévenus, les Juifs américains, et ils étaient partis la veille de leur bureau du World Trade Center. En fait, vous allez à New York et vous voyez la liste des gens, et vous voyez les noms, et vous voyez que c'est n'importe quoi. Mais c'est valable pour tout. C'est-à-dire qu'il y a, dans le complotisme, il y a des béquilles. Il y a des gens qui ont besoin de ça et des gens, malheureusement, qui les manipulent. Juste pour essayer de dire quelque chose. Ouais. Non, Philippe Binger, vite fait. Vite fait. Bah oui, parce que c'est l'heure de la pub. Voilà. André, bon, j'attends alors. Ah bah voilà. Bon, bah alors on va le retrouver dans un instant. Oh là là, c'est compliqué aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'ils ont ? Ils sont surexcités. Bon, Thomas Huchon, je vous donne la parole aussi dans un instant. Hein. Vous inquiétez pas, tout le monde a la parole dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Allez, notre débat. Donc, on est tous un peu excités du bulbe et on est tous là, justement. Philippe Binger, qu'on va entendre dans un instant. Yael Mellul, Philippe Rossi, Philippe David. Et notre débat, 1 Français sur 5 est persuadé que le coronavirus a été créé par les laboratoires pharmaceutiques. La théorie du complot a le vent en poupe, je le disais, et cette question, les complotistes vont-ils trop loin ? 0826 300 300 et les réseaux sociaux, Philippe Rossi, on parle bien sûr du complot autour du coronavirus. Bien sûr, Twitter, Facebook, où la réponse est toujours non à 72%. Bon, Berkoff est toujours là, Thomas Huchon, journaliste à Spicy également, et je vais vous donner la parole dans quelques secondes, avant Philippe Binger qui voulait parler absolument tout à l'heure. Oui, absolument, Christophe. D'abord, pour prévenir André, ma dénonciation du complotisme n'est pas destinée à empêcher l'enquête, l'investigation sur les vérités difficiles à dire. Il faut bien distinguer les deux. Mais je ne crois pas, André, que le complotisme obsessionnel résulte d'un besoin de béquilles. Quand on considère les périodes calmes et la période tragique qu'on vit à l'heure actuelle, c'est plutôt le fait que, me semble-t-il, une minorité ne supporte pas la banalité d'une vérité et lui préfère des mensonges ou des faux semblants suspicieux. Et deuxième élément, et là c'est une banalité incontestable mais qu'on remarque chaque jour, c'est que la vérité officielle aujourd'hui ne peut plus être crue et n'est plus crue, même lorsqu'elle est pourtant incontestable. C'est une séquence de télévision qui est restée dans les mémoires. Le 30 avril 1986, 4 jours après la catastrophe de Tchernobyl, Claude Sérillon présente le JT en duplex d'une centrale nucléaire française et donne la parole à la journaliste météo Brigitte Simonetta, qui tient des propos rassurants et désormais célèbres. À l'en croire, le puissant anticyclone des Açores va faire barrage aux nuages nucléaires pendant 3 jours. À l'écran, un panneau stop figure le barrage. Dès le lendemain, pourtant, la France sera couverte par le panache radioactif.
33 ans après, la séquence est souvent utilisée comme preuve du mensonge des autorités. 33 ans après, la séquence est souvent utilisée comme preuve du mensonge des autorités. C'est que la vérité officielle aujourd'hui ne peut plus être crue et n'est plus crue, même lorsqu'elle est pourtant incontestable. Je verrais plutôt des tempéraments singuliers ou collectifs qui aujourd'hui ne parviennent pas à accepter l'idée d'une vérité pourtant incontestable. Et lorsque les phénomènes sont terrifiants comme aujourd'hui, c'est évident que le complotisme se développe. Voilà ma question. Si notre propre gouvernement était responsable de ce qui s'est passé à Sainte-Marie et à Three Waters, si notre propre gouvernement était responsable de la mort de près d'une centaine de milliers de personnes, voudrais-tu vraiment le savoir ? Alors c'est intéressant ce que vous dites, Philippe Bilger. Thomas Huchon, qui est journaliste spécialisé dans le décryptage, je le disais, des théories du complot, justement, est-ce qu'aujourd'hui le complotisme, quelque part son terreau, c'est pas tout simplement la réalité de ce qui se passe? Et la réalité de ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'on s'aperçoit de jour en jour que, par exemple, face au coronavirus, face au manque de masques, face au manque de tests, etc., on a quand même eu des hommes et des femmes politiques qui nous ont raconté tout et n'importe quoi. Tout et son contraire en quelques jours, en quelques semaines. C'était la même chose d'ailleurs pour les médecins. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, on disait « Oh, c'est une grippette, le coronavirus ». Et aujourd'hui, voilà où on en est. Difficulté dans un monde comme le nôtre de fermer les frontières. Ça n'est en réalité pas possible. Inquiet en termes d'épidémie en France? Je pense qu'il peut y avoir un cas, mais je pense qu'on va très rapidement le contenir. Il ne va pas y avoir une épidémie en France parce qu'on est justement préparé. Mais il peut y avoir un cas qui peut arriver. Ça, c'est possible. Oui, on a vu. C'est plutôt le moment de faire des bonnes affaires en bourse aujourd'hui. Nous n'avons jamais envisagé la fermeture totale parce qu'elle nous semble contre-productive. Quand vous fermez les écoles de tout un pays, ça signifie que vous paralysez en bonne partie ce pays. Le message pour les Français qui sont quand même très affolés par l'épidémie médiatique psychotique, c'est que c'est une infection réellement bénigne. On est parfaitement organisé dans les systèmes hospitaliers. D'arriver, on ne va pas fermer toutes les écoles de France, comme quand il y a une épidémie de grippe en France, on ne ferme pas toutes les écoles de France. De personnes. Mais ils peuvent sortir pour aller faire leurs courses. Et franchement, s'ils peuvent sortir pour aller faire leurs courses ou pour faire une promenade, on ne voit pas pourquoi on leur dénierait le droit d'aller voter, ce qui est quand même... Vous êtes inquiet, vous, personnellement? Non. Non seulement, je suis absolument pas inquiet. Bon, c'est un virus de plus. C'est, on le dit souvent, c'est une forme de grippe. Je suis pas très inquiet parce que... La prise d'importation de cas depuis Wuhan est modérée. Il est maintenant pratiquement nul puisque la ville, vous le savez, est isolée. Les risques de cas secondaires autour d'un cas importé sont très faibles et les risques de propagation du virus dans la population sont très faibles. Pas de risque de pénurie de masques? Non, il n'y a pas de risque de pénurie. D'abord, pour les masques dits chirurgicaux, les bleus un peu plissés, en fait, on a des stocks d'État qui ont été réalisés dans des mandatures précédentes, donc ils sont renouvelés, on les a, et on les déstocke progressivement pour s'assurer d'un bon achalandage. Nous devons aujourd'hui éviter deux écueils, mes chers compatriotes. D'une part, le repli nationaliste. Ce virus, il n'a pas de passeport. Ces masques donc ils sont livrés très régulièrement et les personnels des EHPAD font partie des personnels cibles. Mais vous reconnaissez qu'il en manque? Les personnels soignants dans les hôpitaux. Et le ministre non, je ne reconnais pas qu'il en manque. Donc est-ce que les gens aussi, tout simplement ce que disait Philippe, ne croient plus parce que ils s'aperçoivent qu'on leur dit tout et le contraire? Et est-ce que c'est pas ça qui alimente ce complotisme? Le simple fait que des gens sérieux, dans un débat intelligent, émettent l'hypothèse qu'il y aurait des vérités officielles et des vérités officieuses ne peut que renforcer la suspicion de nos compatriotes. Berkoff s'est bien rattrapé quand même, hein, on est d'accord. J'entends bien. Moi, je suis désolé, je suis désolé de m'être un peu énervé, mais il faut comprendre quelque chose. Il faut comprendre la réalité de tout un tas de gens dans notre pays qui sont manipulés par toutes ces théories du complot et qui, dans la foulée, vont bien souvent
souvent, ou en tout cas ça peut arriver, vont commettre des actes violents. Le complotisme, c'est avant tout le premier carburant de la haine. C'est le carburant de la détestation de l'autre. Et c'est aussi une vision du monde complètement paranoïaque dans lequel il n'y aurait jamais de hasard. Je vais vous poser une question, Christophe, et je vais la poser à tous les gens qui sont avec nous en train de discuter. Si ce soir, les résultats du loto, c'était 1, 2, 3, 4, 5, qu'est-ce qu'on dit? Ah ben tout de suite on va dire c'est bizarre quand même. Non, c'est bizarre. Excusez-moi, mathématiquement, il y a autant de chances que ce soit 1, 2, 3, 4, 5 que 18, 27, 42, 3 Exactement. Il y a pourtant exactement la même probabilité. Les gens vont se dire c'est bizarre. Exactement. Et en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre cerveau refuse d'une certaine manière le phénomène du hasard et voit des intentions. C'est comme ça qu'on fonctionne, les êtres humains. Et c'est bien souvent le premier pas vers l'analyse d'une intention dans les choses politiques, dans les choses de la société. Et finalement, cette vision du monde, elle est hyper renforcée par notre manière d'accéder à l'information. Il y a 20 ans, on accédait à l'information. Les réseaux sociaux, etc. Oui, mais le problème, c'est pas les réseaux sociaux en tant que tels. C'est que quand vous allez sur les réseaux sociaux, et je pense qu'on pourrait faire l'expérience avec M. Berkoff, on pourrait prendre son fil Twitter et le mien, et on verrait pas du tout le même monde. Parce que sur ces réseaux sociaux, pour vous maintenir sur la plateforme et faire en sorte que vous allez rester sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, on va vous nourrir avec des choses qui vous correspondent. Soit des choses qui vous plaisent ou des choses que vous allez détester très fort mais qui vont vous faire réagir. Et donc finalement, c'est aussi l'explication de cette montée un petit peu en température au début du débat. C'est que nous vivons sur la même planète, mais nous vivons dans des réalités différentes. Parce que notre manière d'accéder à l'information est brouillée par des multinationales américaines qui ne respectent pas les lois françaises, qui ne payent pas d'impôts dans notre pays et qui, tout bonnement, sont en train de foutre en l'air le débat démocratique dans notre pays. Vous savez, je crois qu'il faudrait quand même rappeler quelque chose à tous les auditeurs qui nous écoutent. Et encore une fois, je suis désolé, tous les scientifiques sont d'accord sur l'origine du virus. Tout le monde est d'accord là-dessus. L'épidémie de coronavirus, inquiétante, a charrié avec elle son lot de rumeurs et de fausses informations, qui ont traversé les frontières beaucoup plus vite que la maladie. Parmi elles, l'existence d'un brevet du coronavirus depuis plusieurs années qui prouverait qu'il a été créé par l'homme. L'affirmation conspirationniste a été partagée aux États-Unis d'abord, puis en France, au Canada ou encore en Inde, notamment par des partisans complotistes de Donald Trump, QAnon, persuadés que les élites mondiales sont liguées contre le président américain. La plupart mettent en lien une copie vers un brevet de l'Institut Pierre Bright, déposé en 2015. D'autres vers un brevet de 2003. Ces brevets existent bel et bien, mais cela ne signifie absolument pas que le coronavirus existait déjà ou qu'il a été créé en laboratoire. Car en réalité, il ne s'agit pas du brevet du coronavirus responsable de l'épidémie actuelle. Il existe plusieurs souches de coronavirus du nom de la famille de ce virus à couronne qui peut toucher l'homme ou les animaux. Breveter un virus ne veut pas dire qu'il a été créé par l'homme, mais qu'il a été découvert et sa souche isolée. Et cela permet ainsi de travailler sur un vaccin. Sur l'origine du virus. Le premier brevet a été déposé en 2003 au moment de l'épidémie de SRAS qui avait fait des centaines de morts en Asie et faisait partie de la même famille que le coronavirus actuel. Le second, de 2015, concerne la bronchite infectieuse aviaire. S'il s'agit de la même famille, ce n'est donc toujours pas la même maladie. Cette dernière ne concernait même pas les hommes. Ces brevets donc n'ont rien à voir avec le coronavirus actuel. Il suffisait d'ailleurs de lire les brevets jusqu'au bout pour le comprendre. La seule qui n'est pas d'accord, c'est Madame Le Pen, qui trouve que c'est du bon sens de s'interroger là-dessus, mais c'est pas du bon sens, c'est du sens politique. Parce que les électeurs de Madame Le Pen, ils sont pas 26% à penser que le virus a été créé en laboratoire, ils sont 55%. Et donc... Bruno Gollnisch. Merci Madame la Présidente. Je représente une sensibilité injustement stigmatisée, pour reprendre les termes de notre rapporteur, comme populiste, complotiste, et quant à mon niveau d'éducation, j'admets volontiers qu'il est médiocre. Mais surtout que je voudrais dire, c'est que j'espère que notre rapporteur va s'intéresser aux fausses informations d'origine étatique. Et je ne pense pas à des États prétendus autoritaires ou autres, mais à une grande démocratie dont j'ai pendant longtemps soutenu la politique. Je veux parler, par exemple, pour ne prendre que cet exemple, celui des États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique sont entrés en guerre 6 fois
au cours du siècle écoulé, et les 6 fois à partir de fausses informations. Des fausses informations d'État, qui n'ont toujours pas d'ailleurs trouvé leur réponse. Premièrement, la guerre hispano-américaine, dans laquelle on a prétendu faussement que les Espagnols avaient fait exploser le cuirassé Maine, ce qui a servi de prétexte au déclenchement de cette opération. C'était une fake news, comme on dit aujourd'hui. Deuxièmement, la Première Guerre mondiale. Je suis heureux que les États-Unis soient venus à notre secours, mais enfin, on a prétendu que le paquebot Lusitania ne transportait que d'innocents civils. On sait aujourd'hui, par les plongeurs qui l'ont exploré, qu'il était bourré de munitions jusqu'à la gueule, en violation de la neutralité américaine. Troisièmement, la Deuxième Guerre mondiale. On a prétendu que les Japonais avaient attaqué sans déclaration de guerre. On sait très bien que le gouvernement américain était au courant et qu'on les a fait poireauter au département d'État de telle façon que les hostilités, précisément, soient commencées avant la déclaration de guerre. Quatrièmement, la guerre du Vietnam, pour laquelle j'ai soutenu la politique américaine, car je croyais, un peu naïvement peut-être, à la nécessité de protéger le monde libre contre les communistes. L'incident du golfe du Tonkin, on le sait aujourd'hui, a été délibérément provoqué par les États-Unis d'Amérique. Cinquièmement, la première guerre du Golfe, dans laquelle le consentement du Sénat américain n'a été accepté à une faible majorité que parce qu'on en a prétendu que la soldatesque irakienne avait débranché les couveuses pour enfants prématurés à Kuwait City. On sait aujourd'hui que c'est un montage, qui a été fabriqué par, notamment avec l'aide de la fille de l'ambassadeur du Koweït et qui a été commandé par le gouvernement américain à une entreprise de communication parce que l'on savait que ce qui pouvait déclencher l'adhésion des parlementaires américains, c'était précisément des exactions contre les nouveau-nés. Sixièmement, et enfin, peut-être le plus emblématique, le secrétaire d'État américain Colin Powell, agitant à la tribune du Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est la deuxième guerre du Golfe, une fiole censée contenir un poison fabriqué par le gouvernement irakien et dont on sait aujourd'hui qu'il ne contenait que du pipi de chat. Alors, moi, quand j'entends parler de fake news, je me demande si l'on va véritablement réagir contre les fake news d'origine gouvernementale. Et je conclurai, Madame la Présidente, pour ne pas être trop long, quand même par un dernier épisode qui, à mon sens, aurait dû faire la une des manchettes de nos journaux. Nous avons récemment, le gouvernement français récemment a déclenché des hostilités, des tirs de missiles, d'ailleurs de façon techniquement inadéquate, mais enfin, ce n'est pas le sujet, contre la malheureuse et exsangue Syrie, au motif que le gouvernement de Bachar el-Assad, on ne voit pas pourquoi, qui était vainqueur sur le terrain, aurait soudainement décidé d'utiliser des armes chimiques, ce que l'on a présenté comme la fameuse ligne rouge à ne pas franchir. Chers collègues, là, on dévie un peu de notre sujet. Non, mais il s'agit. Non, mais c'est très. On est en plein dans le sujet. Excusez-moi, Madame la Présidente, et je termine là-dessus. Il se trouve qu'il y a quelques jours, à La Haye, une délégation, c'est vrai, russe, de l'organisation, mais qui est une composante légitime de l'organisation pour l'interdiction des armes chimiques, a présenté à la presse internationale l'enfant sur lequel le monde entier s'était apitoyé dans la vidéo que nous avons tous vue et qui a servi de prétexte à ce déclenchement. Cet enfant a dit mais il n'y avait pas d'armes chimiques. Les djihadistes sont venus nous dire qu'il fallait d'urgence aller à l'hôpital. On nous a aspergé d'eau froide, on suffoquait un peu, etc. Je ne sais pas de quel côté se trouve la fake news. Ce que je constate, c'est qu'il n'y a pas d'enquête là-dessus. Ce que je constate enfin, ce sera vraiment mon dernier mot, Madame la Présidente, c'est qu'il y a 2 personnes qui peuvent parfaitement nous renseigner sur les vraies nouvelles. Ces 2 personnes sont Julian Assange et Edward Snowden, à qui on aurait dû, évidemment, en Europe, accorder l'asile politique. L'un est toujours reclus à l'ambassade d'Équateur à Londres, et l'autre n'a trouvé d'asile qu'à Moscou. Je considère que c'est une honte pour l'Europe, c'est une honte pour mes collègues du Parlement européen, c'est une honte pour la Commission, c'est une honte pour le Conseil, et avant que l'on parle de fake news
qui circulent sur Internet, j'aimerais bien que l'on donne la parole à ces deux réfugiés politiques authentiques. Merci beaucoup. Quand elle dit ça lundi matin, elle parle à sa famille. Elle fait de la politique. Et vous savez ce qui me fait peur ? Eh bien, ce qui me fait très peur, c'est que tout ça, ça marche. Regardez Donald Trump, regardez Boris Johnson, regardez Matteo Salvini, regardez Jair Bolsonaro au Brésil. Oui, enfin, aujourd'hui, pardon, juste une chose. Thomas, André, attendez, je voudrais juste dire une chose. Je vais te donner la parole, mais je voudrais juste dire une chose par rapport à ce que vient de dire Thomas Huchon, en prenant l'exemple effectivement de Trump, en prenant l'exemple de Bolsonaro, etc. Ce sont quand même des gens aujourd'hui qui montrent la nullité dans laquelle ils sont. Je suis désolé de le dire, mais ils montrent la nullité dans laquelle ils sont face à un phénomène qu'ils n'avaient absolument pas prévu, en disant tout et son contraire là aussi en quelques jours. Voilà, mais des Américains et des Brésiliens vont mourir parce que leur président est un adepte de la je vous dis que ces gens-là, à mon avis, ne seront pas réélus. Voilà, mais c'est que mon avis. Je pense qu'ils ne seront pas réélus après ce qui vient de se passer. Je suis désolé. Ils seront réélus, il y a beaucoup je suis pas d'accord. aux États-Unis qui sont sur cette ligne-là. Allez, André Berkoff et Yael Mellul. Oui, alors je voudrais dire que je suis très content. Vous savez, moi j'entrais, je n'avais pas écouté le début du débat, donc je suis entré dans le débat là, à l'heure où je suis intervenu. Mais je suis très content que Thomas Huchon, que je ne connaissais pas, me paraît, là, alors là, un des plus grands complotistes que j'ai entendu, c'est très intéressant. C'est évidemment la face du diable, c'est Trump, c'est Bolsonaro, et alors les Français sont absolument... Ça y recommence. Attendez, allez, vous ne savez pas parler. Chacun son tour. Vous êtes extraordinaire, Thomas Huchon. Vous ne savez pas vous tenir un peu, vous ne savez pas écouter. Alors je continue. Je vais dire simplement que... Non mais attends, je vais dire, c'est extraordinaire. Les Français sont tous des zombies complètement décérébrés par les multinationales américains. C'est ce que dit Thomas Huchon, faisant preuve d'un complotisme, d'une imbécilité rare, d'abord. Et deuxièmement, allez, c'est Le Pen. Donc maintenant, toute personne qui dirait quelque chose, c'est la faute du Front National. C'est faire le jeu du Front National. Et je vais répondre à Christophe Bordet. Christophe Bordet, je vais répondre à ce que tu as dit sur les nullités. André, je suis pas d'accord, je suis désolé. Je vais répondre à ce que quand tu parles des nullités, Trump, Bolsonaro et compagnie, d'accord, mais est-ce que tu crois que tout ce que nous a dit, nous, depuis février, mars, avec le fait que pas besoin de porter des masques, que nous avons au départ, Agnès Buzyn, des millions de masques qui sont là, que nous avons tous, tu l'as dit toi-même, Christophe Bordet, quand on a vu ça, tu crois que les gens ne se méfient pas, mais arrêtez de dire n'importe quoi. Le problème, c'est qu'à partir du moment, attendez, moi je suis en France, je parle de la France, à partir du moment où les gens nous ont menti, voilà. C'est ça le problème. André, ça prouve quoi? Ça prouve que ce soit Macron, que ce soit Bolsonaro ou que ce soit Trump, c'est la même bande. Voilà, point barre. Ils ont mis l'économie avant la santé. Ils ont mis l'économie avant la santé. Au lieu de s'occuper de la médecine de proximité, comme disait ce matin Nicole Delépine, la médecine clinique, on a fait la médecine par Excel, par PowerPoint. C'est ça, la médecine bureaucratique, la médecine administrative, la médecine de l'ARS, au lieu de s'occuper de la médecine de proximité. Tout le reste, c'est de la littérature. Et c'est des espèces de machins gauchistes ou pas gauchistes pour noyer le poisson. Le poisson, moi je suis en France, je regarde comment mon gouvernement a traité le problème. Et c'est pas parce que Trump et Bolsonaro et compagnie se sont comportés très mal que je vais excuser ce qui se passe ici. Si on se fait attraper sur le trajet, donc pour le conducteur, ses passagers, et si sur le retour à la maison, on se fait aussi contrôler, ça s'ajoute? Bien évidemment, les verbalisations se cumulent en la matière, et vous savez que le gouvernement a pris d'autres mesures qui visent à renchérir, à augmenter le niveau de verbalisation, voire même à pénaliser si une multiplication de verbalisations était constatée. Nous réalisons d'ailleurs depuis quelques jours de nombreuses gardes à vue de personnes qui en sont à 10, 12 verbalisations et qui ne veulent rien entendre. Et donc les dispositifs juridiques maintenant permettent d'aller plus loin, à la fois en augmentant le niveau de verbalisation, mais en procédant désormais à des gardes à vue si besoin est. Donc pour ceux qui ne comprennent pas ou qui ne veulent pas comprendre ou qui font semblant de ne pas comprendre, nous avons les réponses adéquates, elles nous ont été données dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire.
Mais le plus simple est quand même de faire appel au bon sens et de faire appel à la responsabilité. Et pas besoin d'être sanctionné pour comprendre que ceux qui sont aujourd'hui hospitalisés, ceux qu'on trouve dans les réanimations, désormais aujourd'hui, ce sont ceux qui, au début du confinement, ne l'ont pas respecté. C'est très simple, il y a une corrélation très simple. Vous ne respectez pas le confinement, vous êtes verbalisé et vous vous mettez en danger car on risque de vous retrouver en réanimation, on risque de retrouver vos proches en réanimation. Donc ça n'est pas un jeu vidéo tout ça, c'est une réalité. Il y a des morts. Je suis malheureusement obligé d'ouvrir sur Rungis une morgue pour stocker les nombreux cercueils qui nous arrivent car il y a de nombreux décès. Ça n'est pas un jeu. Nous allons pouvoir stocker 1000 cercueils. Ça n'est donc pas tout ça une théorie, c'est malheureusement une pratique. Ce sont des drames, ce sont des familles endeuillées, ce sont des catastrophes pour un certain nombre de nos concitoyens. Donc je vous en prie, ne jouez pas avec la vie de nos concitoyens. Et ceux qui vraiment persisteraient à le faire, je serai là, nous serons là, nous, la police, la préfecture de police, pour vraiment sanctionner ceux qui auront des comportements irresponsables et je peux dire des comportements qui font honte à l'ensemble du collectif que nous formons dans la lutte contre la maladie. C'est ça le problème. Non mais tout le reste. Moi j'ai pas dit ça. Moi j'ai pas dit ça. André. Yael, je vais vous donner la parole. André, je n'ai pas dit ça. Je dis simplement que pour moi ces gens-là sont tous au même niveau. Point. Ça s'arrête là. Mais non. Je dis pas que les uns sont plus nuls que les autres. Je dis ils sont tous pareils. Voilà, c'est mon avis, c'est personnel. Je suis aussi un citoyen qui vote. Donc voilà, Philippe Bilger. Non, mais j'aime bien, Christophe, quand vous dites c'est mon avis et je le partage, mais vous ne démontrez rien de plus comme que vous faites, votre avis. Mais vous faites la même chose. Mais vous faites la même chose, mon vieux. Mais quand vous les mettez tous dans le même sac, c'est absurde. Je suis désolé, mais... J'aimerais bien juste pouvoir... Allez-y. Philippe Bilger, j'ai demandé à Philippe Bilger d'intervenir et Yael Mellul et après vous, mon cher Thomas. Alors allons-y, Philippe Bilger, vous vouliez dire quoi? Non, mais j'ai déjà dit ce que j'avais à dire grâce à vous tout à l'heure, Christophe. Moi, je ne pense pas... Yael Mellul, alors, taisez-vous. Yael Mellul. Non, mais... J'ai 2 secondes, je vous jure, je vous laisse la parole, j'en ai pas pour longtemps. Non, mais moi je voulais juste réagir par rapport à l'attaque sur Trump que je viens d'entendre. Moi, je ne suis pas une adepte du tout du personnage, hein, d'accord, mais enfin, taper sur lui aujourd'hui ou sur les autres chefs d'État, je veux dire, ça ne sert strictement à rien. Il n'y a aucun chef d'État aujourd'hui qui n'a été à la hauteur de la situation dramatique que nous traversons. Aucun. Parce que si on se penche sur la situation en France depuis 2-3 mois, je suis désolée, mais on est dans le scandale d'État et les mensonges d'État. Donc on ne va pas donner la leçon, nous Français, à Trump aujourd'hui. Certainement pas. Deuxièmement, juste sur le complotisme. Déjà en temps normal, les complotistes s'en donnent à cœur joie, mais à fortiori aujourd'hui dans la situation de crise mondiale dans laquelle on est, mais pour eux, on leur donne un plateau d'argent pour leur théorie. Je veux dire, un Dieudonné, par exemple, qui est quand même un complotiste intégriste, aujourd'hui, pour lui, c'est du pain béni ce qui se passe. Il en est à faire des vidéos pour vendre des masques. Et il va certainement aller en prison pour ça, d'ailleurs. Mais j'espère bien... C'est dingue, non mais c'est dingue. J'espère bien qu'il aille en tôle, enfin. Dernier étage. Ouais. Il en est au moins à sa 10e condamnation. Je voudrais juste dire, allez-y, Thomas Huchon. J'aimerais bien juste avoir le droit de dire que je ne suis pas un complotiste comme le prétend Monsieur Berkoff. Moi, je me suis rendu dans plus de 135 écoles depuis 4 ans pour faire de l'éducation aux médias et de l'éveil à l'esprit critique. Je me rends en prison, je fais tout ça. Donc j'aimerais bien avoir juste un tout petit peu de respect de la part de quelqu'un qui m'appelle l'autre depuis le début de l'émission. Ça serait déjà pas mal. Et ensuite, oui, écoutez, arrêtez avec votre expérience et tout ça, arrêtez. C'est vous qui vous êtes comporté comme une espèce d'agressif. Arrêtez avec vos états de service. S'il vous plaît. J'adorerais pouvoir juste répondre et dire que, je ne suis pas un complotiste et que si Monsieur Berkoff pense que je suis un imbécile, eh bien je prends ça comme un badge d'honneur. Thomas Huchon, moi je pose une question très simple. Je vous l'accorde et je vous le décerne. Aussi peu. Allez, Thomas Huchon, je vous pose une question très simple. Poluchon, très bien. S'il vous plaît, Thomas Huchon.
Thomas Huchon, je voudrais vous poser une question simple. André, vous vous calmez. Thomas Huchon, une question très simple. Comment on fait pour lutter justement contre ce complotisme et notamment sur les réseaux sociaux? Moi, je suis allé voir sur les réseaux sociaux. C'est quand même là aujourd'hui que c'est le plus présent autour du coronavirus. Mais oui, mais bien entendu que c'est présent. Mais qu'est-ce que vous voyez remonter sur vos réseaux sociaux? Est-ce que vous savez pourquoi vous voyez remonter telle chose ou telle autre sur vos réseaux sociaux? Non, absolument pas. On n'a aucune idée de comment fonctionnent les algorithmes de Facebook, les algorithmes de Google, les algorithmes de YouTube, les algorithmes d'Instagram. Personne ne sait pourquoi il voit passer tout un tas de choses sur son mur. Et comme par hasard, ce qu'on voit passer sont systématiquement des choses clivantes, choquantes, extrêmes et qui vont nous toucher de manière très profonde. Mais il faut arrêter de croire que tout ça est un hasard. Bien entendu. Tout mais ça est-ce que ce complotisme, moi la question je me pose, Philippe David, je voudrais juste terminer là-dessus. Tout ça n'est pas un complot, Monsieur Berkoff, comme vous essayez de me faire passer pour un imbécile. C'est absolument pas. S'il vous plaît, respectez les autres, Monsieur Berkoff. Respectez les autres, Monsieur Berkoff. André, écoutez un petit peu, s'il vous plaît. Franchement, que tout le monde se respecte. Sinon, on peut pas travailler, on peut pas rien faire. Se vante de peloton. Allez, André, s'il vous plaît. De la radio. Il a été coupé tout à l'heure. Allez, Thomas, on y va, Thomas. C'est fini tout ça. Thomas, on y va, allez. Oui, bien sûr. Oui, non, mais s'il vous plaît, monsieur. Sinon, je coupe la parole et je termine le débat tout de suite. Allez, Thomas, allez-y, dites ce que vous avez à dire. Écoutez, moi, ce que j'ai à vous dire, c'est que la principale raison qui fait que les gens tombent dans ces panneaux, c'est parce qu'ils sont ciblés par ces messages. Et si on imagine que on peut créer une start-up comme ça, comme Facebook, et avoir au bout de 15 ans plus d'adeptes que le christianisme, 2,5 milliards d'utilisateurs, et que tout ça arrive comme ça, sans qu'il y ait une espèce de logique industrielle à capter l'intention des citoyens, bien tant mieux. Si vous voulez continuer comme ça, continuez comme ça. Mais c'est pas la réalité. Non, mais alors moi je voudrais juste avoir une réponse à une question que j'ai posée tout à l'heure et sur laquelle vous n'avez pas répondu. Je vous ai dit... Les réseaux sociaux sont les responsables. Oui. Et donc la meilleure manière de lutter déjà contre la propagation de ces informations, c'est que les gens arrêtent de les partager. Ça serait déjà pas mal que les gens arrêtent de publier n'importe quoi sur leurs réseaux sociaux et que quand ils ont d'accord, d'ailleurs, moi je suis le premier. Moi je vais vous dire. Qu'ils s'arrêtent. Juste une petite information. 66% des contenus qui sont partagés sur les réseaux sociaux ne sont pas lus par les gens qui les partagent. D'accord ? Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que 2/3 de ce que vous voyez passer n'a été validé par personne. Oui, bien sûr. Non, mais ça, c'est vrai. Comment faire confiance ? Christophe, tu me laisses parler après ? Est-ce que, Christophe, vous permettez aux gens de venir parler dans votre émission sans vérifier ce qu'ils vont dire ? Vous faites pas ce travail de vérification ? Non, mais les choses... Vous en avez un. Et c'est pour ça que cette radio, c'est mieux que bien sûr, mais... Non, mais le problème de ces réseaux sociaux... Moi, je suis journaliste le problème... depuis 20 ans. J'ai jamais pu parler librement et j'ai un rédacteur qui vérifie ce que je dis, mais c'est pas de la censure. C'est normal. Non, mais le problème de ces réseaux sociaux, moi le premier d'ailleurs, je regarde ce qui passe, mais je ne publie pratiquement jamais rien et je ne réagis pratiquement à rien. Parce que effectivement, de toute façon, vous savez, c'est très simple. Il y a 67 millions de Français, 67 millions d'entraîneurs, 67 millions de présidents de la République. Tout le monde a un avis sur tout et n'importe quoi. Et donc, par moment, on a 70 millions de virologues. On a 70 millions. Et ça donne parfois effectivement de mauvaises choses. Et ça, on peut pas le nier. On peut pas le nier. C'est une réalité. Mais, on peut pas le nier. Mais voilà, si on peut le nier. Bon. Si, je suis désolé, on peut le nier. Bien sûr. Mais si on peut le nier. On peut pas le nier, pardon. On peut pas le nier. On peut pas le nier. Tout le monde a le droit de. Christophe, est-ce que je peux avoir un peu juste Allez, André Berkoff, rapidement et on conclut. On n'a plus le temps. Alors je vais vous dire, ça a été une très belle leçon, en tout cas une très belle leçon de choses. Je vais pas dire zoologique, sinon on va encore m'amuser. Bon, pas de vulgarité, s'il vous plaît. J'ai dit que je l'ai pas dire. Écoutez, c'est quand même formidable. Moi, j'ai vu quand même ce que donne le formatage. J'adore. Comme si, avant les réseaux sociaux, il n'y avait pas de bourrage de crâne. Très juste. Il n'y avait pas de complotisme. Il y en avait. Il n'y avait pas tout ça depuis des siècles et des siècles. Depuis avant Gutenberg. Bon. Et les gens étaient déjà manipulés. Ils étaient, etc. Alors, quand on me parle d'algorithmes et de réseaux sociaux, etc., pour mettre tout ça, franchement, il faut arrêter.
pensez un peu en dehors de la boîte, déformatez-vous et pensez à une chose, c'est qu'il y a des gens, et oui, qui ne sont pas complètement formatés, qui ne sont pas décérébrés, qui ne sont pas lobotomisés, qui ont leur libre arbitre. Et dans les réseaux sociaux, excusez-moi, je vois énormément de contradictions, énormément de polémiques, et les gens ne se laissent pas faire. Ce n'est pas vrai du tout. D'ailleurs, la preuve, c'est ce que Philippe Rossi a montré. Il était très étonné. 75% de gens disent non. C'est pas vrai. C'est complètement. Vous vous êtes fait toute une espèce de roman avec les réseaux sociaux. Voilà. C'est grotesque. Le problème, il est là. La liberté, qu'est-ce que c'est? Les réseaux sociaux, c'est le meilleur comme le pire. Mais la liberté, ça ne veut pas dire des conneries en permanence. Monsieur Berkov, je serai meilleur, vous serez pire, et les réseaux sociaux continueront. Ouais. Mais les réseaux sociaux n'ont pas créé. Sortez de votre format, mon pauvre Thomas Huchon. Sortez un tout petit peu. Allez, on termine. Sortez. On termine. Finalement, son parti initie un projet spécial au nom de la sécurité nationale. Ce projet, au début, passe pour être de la recherche en armes biologiques et se poursuit sans aucune limitation de budget, alors que son but véritable est le pouvoir. Une hégémonie totale, absolue. Le projet, toutefois, prend fin de façon brutale. Mais les efforts des protagonistes n'ont pas été vains. Une nouvelle technique de guerre est née du sang de l'une des victimes. Imaginez un virus, le plus terrifiant qui puisse exister, et ensuite imaginez que vous, et vous seul, ayez le remède. Si votre but ultime est le pouvoir, comment utiliser au mieux une telle arme? C'est ici que dans notre histoire, le loup sort du bois. C'est un homme, apparemment sans conscience, pour qui la fin justifie toujours les moyens. Et c'est lui qui suggère que leur cible ne devrait pas être un ennemi du pays, mais plutôt le pays lui-même. Pour maximiser l'effet de l'attaque, 3 cibles sont choisies. Une école, une station de métro et un centre d'épuration. Plusieurs centaines de morts dès les premières semaines. Nous apprenons que Treewaters a bien été contaminé. Les autorités font tout pour endiguer l'expansion meurtrière du virus. A déclenché une vague de destruction dans les stations de métro. Alimentés par les médias, la peur et la panique se répandent rapidement, déchirant et divisant le pays jusqu'à ce qu'enfin le but véritable devienne évident. Avant les crises de Sainte-Marie, personne n'aurait pu prédire le résultat des élections de cette année-là, personne. Et ensuite, peu après les élections, voilà qu'advint un miracle. Certains crurent à une intervention divine, mais c'était l'œuvre d'une compagnie pharmaceutique contrôlée par certains membres du parti qui devinrent tous scandaleusement riches. Un an après, plusieurs extrémistes ont droit à un procès, sont condamnés et exécutés, pendant qu'un mémorial est élevé pour canoniser leurs victimes. Mais le résultat final, le vrai génie de ce plan, était la peur. La peur devint l'instrument suprême de ce gouvernement et le moyen pour notre jeune politicien de se faire nommer pour tenir le poste nouvellement créé de haut chancelier. Le reste, comme on dit, appartient à l'histoire.